Hello, c'est Nicolas de Move to Suisse. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. On se retrouve dans un studio de podcast. Je suis très bien entouré aujourd'hui. On va faire un petit tour d'horizon de cette table. On va parler discussion sur le marché suisse, comment trouver un emploi en Suisse, quelles sont les difficultés que vous pouvez avoir, comment vous pouvez améliorer tout ça. Et j'ai l'honneur d'être aujourd'hui avec Davia, Christine et Angèle. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous ? Très bien, et toi? Ça va très bien, je suis un peu en infériorité numérique, Eh oui. malheureusement aujourd'hui, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc on va faire un petit tour de table, juste pour vous présenter. Donc moi, ils me connaissent. Davia, je te laisse te présenter. Très bien, merci Nicolas. Bonjour à tous, je m'appelle Davia, donc je travaille dans un cabinet de recrutement sur Genève et je gère toute la Suisse romande. Le cabinet s'appelle Mackle Page. Pour ma part, je gère les métiers qui tournent autour de la supply chain et des achats, donc c'est tout ce qui tourne autour de la chaîne logistique de A à Z. Et à côté de ça, j'ai monté une chaîne sur les réseaux sociaux où je donne des conseils pour trouver son premier poste sur le marché suisse. Voilà pour ma part, je te laisse la parole Christine. Merci. Merci Nicolas pour l'invitation déjà Avec et de plaisir. nous réunir. Donc moi, Christine Fuentes, je suis coach emploi pour la Suisse depuis 3 ans. J'ai été recruteuse sur Genève pendant presque 4 années. Et aujourd'hui, donc, j'aide les candidats à être plus efficaces dans leur recherche d'emploi en Suisse romande. J'ai notamment créé une communauté dédiée aux candidats qui s'appelle Suisse Connexion. Très bien. Et Angèle, du coup ? Eh bien moi, donc c'est Angèle Atlan, je suis recruteuse de base. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le recrutement en France et en Suisse depuis 2018. Et après avoir rencontré plein de très très bons candidats qui justement passaient pas certaines étapes du processus de recrutement, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est ce qui m'a poussée à me lancer dans le coaching en recrutement pour montrer un petit peu l'envers du décor. Pardon. Pour montrer un petit peu l'envers du décor aux candidats. Qu'est-ce que recherche un recruteur? Où est-ce qu'un recruteur recherche les candidats? Comment ça fonctionne? Et j'ai lancé Candidate Impact il y a 1 an maintenant, où on est vraiment pareil sur de l'accompagnement à la recherche d'emploi en Suisse uniquement. Très bien, très bien. Bon, on est plus ou moins en relation tous, on collabore un peu ensemble. Donc, j'espère que vous vous rendez compte que là, vous avez le gratin des coachs emploi, de tout ce qui est marché suisse. Et on va évoquer certains thèmes aujourd'hui. Alors, premier thème, point de marché. Comment est le marché suisse en ce moment? On est novembre 2024, ce que je le précise. On va rentrer dans 2025 bientôt. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce marché suisse? Donc je vois que tu t'adresses à moi puisque tu me regardes. Ok, pour ma part, qu'est-ce qu'on peut dire du marché suisse aujourd'hui et des tendances? 2024 est une année compliquée. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est quand même assez tendu pour le marché global suisse, mais notamment en Suisse romande. Et si on doit parler de Genève, Genève, c'est vraiment une ville qui est très tendue, où on a un système qui s'est complètement inversé. Il y a plus de demandes aujourd'hui que d'offres disponibles sur le marché. On doit vraiment pouvoir essayer de répondre au mieux à des candidats qui sont en recherche active, qui sont en attente et qui cherchent un travail depuis plusieurs mois maintenant. Et on doit aussi répondre à une typologie de clients qui sont très, très exigeants, qui ont un peu, si je peux me permettre, un peu serré la vis sur les recrutements et qui veulent vraiment des profils avec des compétences très, très spécifiques. Et c'est ce qui fait qu'on a cette disparité. Bon, quand tu dis client, tu précises que c'est bien les entreprises. Oui, pardon, Voilà. désolée, je suis très corporate. Pas de souci, pas de souci. Mais je Oui, tenais les à clients, préciser c'est quand les même, entreprises, pardon, excusez-moi. Ouais, ok. Donc, est-ce que tu penses que ça va s'améliorer en 2025? On vient d'assister à l'élection de Donald Trump. Est-ce que tu penses que ça va influer les relations internationales, le marché suisse, le marché de l'emploi en général? Alors, ce que je vais te dire, c'est pas forcément lié à ce qui s'est passé la nuit dernière par rapport aux élections américaines. Moi, je suis énormément ce qui se passe sur le marché du transport. Voilà, déjà parce que c'est rattaché à mon marché depuis maintenant 3 ans et parce que clairement, généralement, quand le transport est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt et quand le transport reprend, l'économie reprend. C'est vraiment lié puisque forcément, si on fait appel à des sociétés de transport, c'est que les sociétés vendent et qu'il y a des acheteurs. Voilà, donc là, concrètement, le transport commence à reprendre de l'activité depuis la fin de l'été. Donc logiquement, l'activité économique devrait reprendre sur 2025, mais à mon sens, ça ne sera pas avant
le début du second semestre. Ok, mais bon, c'est déjà une bonne nouvelle. J'aimerais avoir votre avis aussi, Angèle et Christine, par rapport à ce que Davia a dit. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'elle a dit, mais est-ce que vous avez ressenti une baisse ou une augmentation des personnes qui vous contactent cette année? Ouais. Alors, qu'on se le dise, en Suisse, il y a quand même un taux de chômage qui est très bas. Il y a beaucoup d'opportunités dans des secteurs bien spécifiques. Après, c'est clair que par rapport à l'année dernière, on est sur un taux de chômage qui est aussi un petit peu plus élevé. Pas mal de secteurs qui sont en forte demande, à l'inverse d'autres où on est un petit peu à l'arrêt, ou en tout cas des postes, notamment en production, dans certaines industries, on voit beaucoup moins d'opportunités. Je pense à des managers de production, mais ça va vraiment dépendre de secteurs bien spécifiques. Après, la Suisse, c'est un pays qui intéresse encore toujours beaucoup de personnes. C'est un marché qui est assez compliqué, qui est très concurrentiel. Donc, en tout cas, pour ma part, les personnes qui me contactent, c'est des personnes qui ont un vrai projet de venir travailler en Suisse et qui se sont heurtées à quelques difficultés parce que la concurrence fait qu'on doit se démarquer et que ce n'est pas toujours évident, en tout cas, de correspondre aux attentes du marché, ou en tout cas de le faire savoir auprès des employeurs suisses. Oui, je pense aussi. Christine, toi, qu'est-ce que tu en penses? Au niveau du nombre de contacts, effectivement, alors c'est assez fluctuant sur l'année. Moi, j'ai remarqué qu'il y a un petit peu des périodes propices à ce que les gens aient envie d'intégrer le marché suisse. Notamment au début d'année, souvent c'est comme ça, c'est aussi les bonnes résolutions et on a envie de démarrer une nouvelle vie, donc on se lance là-dedans. Et puis la période aussi de rentrée, septembre généralement, où on se dit oui, finalement à nouveau, nouveaux objectifs, et on a envie d'essayer quelque chose de nouveau. Donc effectivement, je trouve que c'est assez fluctuant, mais malgré tout, il y a quand même une demande qui est assez constante, quoi qu'il en soit, même si on note quand même quelques pics. Ouais, ok. Et vous, l'élection de Donald Trump, est-ce que vous pensez que ce sera plutôt positif ou pas? Vu qu'on est dans l'actualité, c'est l'actualité. Mais moi, personnellement, je pense que oui, maintenant, à voir. Je pense qu'il y aura un impact forcément. Après, positif, je l'espère. Après, on l'espère tous, ouais. À voir, effectivement. C'est difficile, je pense, de se positionner. Ouais, après, on ne va pas rentrer dans la politique, ce n'est pas le thème du jour, mais dans tous les cas, on verra ce que l'avenir nous dira, effectivement. Ok. Et passons plus précisément maintenant sur les spécificités du recrutement en Suisse. Qui c'est qui va prendre la parole? Allez, on va dire toi, Christine. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Le marché suisse. On est d'accord que si, là, on s'adresse aux Français, notamment. Je pense que c'est aussi les francophones en général. Les francophones, c'est un marché qui est très particulier, qui est très différent du marché français, notamment. C'est un marché beaucoup de réseaux. Donc, les techniques traditionnelles de je candidate avec mon CV et je fais de l'envoi en masse, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner en Suisse. Il y a beaucoup trop de concurrence, en fait. Il y a beaucoup trop de candidats sur le marché, et donc ça ne fonctionne pas. Il faut essayer d'autres stratégies, il faut essayer de créer du lien, et il faut surtout, je pense que la base, c'est de comprendre le pays et d'aller enquêter. Moi, je dis souvent aux candidats, oser enquêter, questionner les gens qui sont sur le terrain, et essayer de comprendre en fait déjà le marché, le secteur, il faut se renseigner. Avant même d'envoyer le premier CV en fait. Exactement, mais moi je pense que c'est même la première étape, ça, se renseigner. On parlera de l'état d'esprit un peu plus tard, mais se renseigner sur le marché suisse, sur la Suisse en général, ou même sur les sociétés dans lesquelles on postule, c'est le plus important. Ouais. Par rapport à ce qui différencie le processus de recrutement ici en Suisse par rapport à la France, parce que il me semble que vous étiez les trois sur le marché français avant. Non, pas toi. Non, pas toi. Moi, j'ai pas fait de recrutement en France. C'est ça, toi, tu as commencé ici. Ouais, mais par rapport à vous, par rapport au marché français, c'est quoi qui différencie? Déjà, la longueur des processus de recrutement. Oui, c'est très long ici. Alors, ça dépend après des domaines d'activité. Ça dépend des domaines d'activité, mais moi, c'est vraiment en tant que recruteuse, quand j'ai commencé à recruter en Suisse, c'est vraiment ce qui m'a frappée. C'est qu'on est sur x2, x3 en termes de processus de recrutement. On est rarement sur un seul entretien. On va être minimum sur 2. Plus on va élever le niveau de poste et plus on va être sur un nombre d'entretiens. Pareil, si on a une dimension internationale, il y a des interlocuteurs dans d'autres pays qui vont prendre part au processus de recrutement. Ça va rallonger les processus. Et puis oui, on n'est pas du tout sur les mêmes attentes en tout cas. Moi, pour ma part, en Suisse, j'ai surtout placé des Européens en Suisse et reçu des CV du monde entier. On n'est pas du tout sur les mêmes attentes. Chaque pays a vraiment ses propres spécificités en matière de recrutement.
Un CV en Allemagne, je ne sais pas si vous en avez déjà reçu, mais la première page, c'est une photo A4 de la personne notamment. Donc voilà, il faut connaître aussi les spécificités. Comme tu le disais, Christine, c'est vraiment l'erreur la plus courante de tout le monde, c'est de se dire je postule en masse. C'est vraiment pas la bonne stratégie. Et puis beaucoup de personnes sont intéressées pour travailler en Suisse, mais finalement, il y a uniquement l'aspect financier qui les intéresse. Et quand on va un petit peu creuser, savoir ok, mais pourquoi la Suisse, voilà, pour des raisons financières, ok, quel métier, un petit peu tout. Et ça, c'est vraiment pas la stratégie. Je dirais, avant de penser Suisse, penser, ok, on veut faire quoi en fait comme boulot, quelles sont nos forces, quelles sont nos compétences, quelle est notre expertise. Et puis c'est vraiment ça, en tout cas, ce qui marche, à mon sens, c'est de se positionner comme un expert en Suisse. Oui, tout à fait. Et vous, en tant que recruteuse ou celle qui l'a été, comment vous voyez la chose? Comment vous aimez qu'on vous approche? Quelle est la meilleure approche pour approcher les recruteurs en général? Là, on ne va pas parler stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Comment vous, en tant que recruteuse, vous appréciez qu'on vous contacte? Quelqu'un prend la parole, c'est pas grave. David, toi, t'es encore actuellement dans le recrutement, ouais. Alors, comment j'aime qu'on m'aborde ou qu'on prenne la parole? J'apprécie quand on arrive avec un vrai projet. Voilà, donc tu es spécialisé sur l'expatriation en Suisse. Moi, à mon sens, quand il y a quelqu'un qui n'est pas encore arrivé sur le marché suisse, qui vient de France ou d'ailleurs, il faut que ce soit... Enfin, à mon sens, c'est important qu'il soit renseigné. Donc, pour moi, c'est la base, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Un minimum, oui. Un minimum qui soit renseigné sur le pays, comment il fonctionne, au moins les villes économiques du pays, éventuellement la capitale. Enfin, j'en rigole, mais bon, des choses quand même qui paraissent anodines aujourd'hui, mais qui, à mon sens, sont importantes. Mais tu rigoles, mais parce que, enfin, je pense que vous aussi, vous allez confirmer, mais il y a plein de gens qui nous contactent, je veux dire nous, enfin je pense, qui ne connaissent absolument rien sur la Suisse, qui ne sont même pas venus en Suisse. Qui ne sont jamais venus en Suisse. Voilà, ils ne sont jamais venus en Suisse et je vais aller travailler en Suisse ou aller je vais vivre en Suisse. Mais comment on peut avoir, je ne sais pas. Donc, première étape, c'est aller sur place déjà. Renseignez-vous. Au moins aller voir si ça plaît. Si ça plaît, exactement. On est d'accord. Donc déjà ça, et puis voilà, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Moi, généralement, quand on me contacte, je vais commencer très très rapidement à poser des questions. Une des questions où là, je sais tout de suite si le candidat est renseigné ou pas, c'est quelle est votre valeur sur le marché. C'est hyper important. Je ne sais pas comment fonctionne le marché français par rapport à ça, mais je sais qu'en Suisse, c'est vraiment important de savoir sa valeur sur le marché. Après, on peut se tromper. T'entends quoi par valeur financière? Valeur financière, okay, d'accord. Valeur financière, pour moi, c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, certes, en Suisse, les salaires ne sont pas les mêmes que dans les pays voisins, notamment la France. C'est quand même important qu'on sache combien on peut prétendre. On peut se tromper à être 10%, 20% au-dessus ou l'inverse. Et puis là, notre rôle en tant que recruteur, c'est justement de mettre un cadre. Mais c'est hyper important. Et quand ils arrivent et qu'ils y comprennent, pas qu'ils y comprennent rien, mais qu'ils ne savent pas cette information-là, je leur dis, OK, vous n'êtes pas renseignés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cabinets de recrutement, pas que Michael Page, il y en a d'autres, qui fournissent des informations là-dessus, des études salariales tous les ans, exprès pour ça, dans tous les pays. Donc pour moi, c'est hyper important. Donc déjà, ça connaître les villes, plus ou moins la géographie de la Suisse, son environnement, comment il fonctionne, et au moins sa valeur salariale. Eh oui, tout à fait. Alors, moi, pour le coup, j'ai été recruteur et c'est pas forcément ça qui m'intéressait. En tout cas, je me heurtais pas là-dessus parce qu'il y a plein de personnes qui n'avaient jamais travaillé en Suisse. Et moi, les personnes qui me contactaient, c'était plutôt, en tant que recruteuse, bien sûr, par rapport à un poste. Donc finalement, s'ils n'avaient jamais bossé en Suisse et qu'ils ne savaient pas exactement quels étaient les salaires attendus par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, c'était aussi à moi de les accompagner dans ce sens. Moi, c'est plutôt aujourd'hui de connaître leur domaine d'expertise, leur projet professionnel. Plutôt que d'être vaste, c'est de comprendre, OK, j'ai tant d'années d'expérience dans tel secteur, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux plus faire. Moi, c'était vraiment ça, c'était de comprendre un petit peu le projet professionnel de la personne. Aujourd'hui, c'est important de savoir en effet à combien on se situe par rapport au marché, plutôt pour moi, à mon sens, quand on avance dans des phases d'entretien et même sur les premières étapes, de pouvoir le discuter avec le recruteur. Parce que pour pas perdre du temps, avancer avec un candidat qui serait pas du tout en phase au niveau du salaire. Il y a plein d'études, il y a Glassdoor, JobUp, Michael Page également. Mais pour moi, c'est plutôt de comprendre aujourd'hui plutôt ses forces, ses compétences et d'avoir un projet professionnel qui est clairement défini. Oui, c'est vrai que c'est important. Mais à mon sens, dans le projet professionnel, ça en fait partie. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui... Notre rôle, c'est de les accompagner en ce sens. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais travaillé en Suisse, il ne peut pas avoir toutes les informations. Mais
on peut se renseigner. Ah oui, tu peux avoir totalement. un peu une idée plus ou moins correcte de à combien tu peux prétendre. Et juste d'avoir fait le pas, d'avoir essayé de te renseigner, ça montre quand même que ton projet, il est mûrement réfléchi et que tu as acté réellement ton projet. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place pour justement entrer sur le marché suisse. Ouais, après moi c'était plutôt par rapport à un poste, mais je suis d'accord, quand tu veux venir travailler en Suisse, là c'est vraiment toute une démarche de recherche par rapport à la culture. Mais c'est vrai que voilà, je me positionnais plutôt là en tant que recruteur, quand tu as un poste qui est ouvert, comprendre quelles sont les attentes par rapport à un poste, quelles sont ses forces, et puis voilà, peut-être que vous serez d'accord, mais c'est aussi de faire ressortir ça en tant que recruteur. Aujourd'hui, tu es confronté à une multitude de candidatures, et c'était ça aussi au début la question, c'était de se dire en tant que recruteur, comment nous on aime être approchés. Moi, je lis plein de choses aujourd'hui sur les recruteurs qui répondent pas, qui ghostent beaucoup. Les candidats ont tendance à un petit peu boycotter aujourd'hui les recruteurs, alors que c'est, à mon sens en tout cas, pas du tout une bonne idée, parce que en tant que recruteur, tu peux être un vrai partenaire pour ton candidat. Je sais pas aujourd'hui si c'est le cas, mais j'imagine que tu as ton top candidat où tu sais qu'ils sont très bons. Quand tu as un poste qui correspond à leur secteur, tu penses à eux. Et pour moi, c'est super important, en tout cas, quand tu es en recherche d'emploi en Suisse, d'utiliser tous les leviers à ta disposition, et notamment des partenariats avec des recruteurs. Si tu as une mauvaise expérience avec un recruteur, ça arrive, pas te dire que tous les recruteurs sont comme ça. Qu'il y a d'excellents recruteurs dans des mauvais cabinets, et à l'inverse, des cabinets qui ont très bonne réputation, où on peut tomber sur des personnes un petit peu moins sérieuses. Mais en tout cas, de ne pas négliger ce partenariat avec des recruteurs, et puis d'être indulgent malgré tout, parce que dites-vous bien que ces recruteurs, ils sont sursollicités, qui reçoivent des centaines et des centaines de messages, que ce soit par mail, LinkedIn ou des appels même sur le standard. Mais c'est par là que je voulais aller justement. C'était par rapport au fait de comment eux vous contactent. Est-ce que vous avez aussi eu, je pense que tout le monde a eu ce genre de personnages qui disent « Salut, le CV qui est juste en dessous » et point. Oui, donc totalement. On a tous eu cette expérience-là, et c'est pour ça que je voulais aller dans ce sens-là, pour avoir votre avis là-dessus. Bon, on parlera des choses à faire et à ne pas faire quand on candidate, mais je voulais avoir votre point de vue là-dessus aussi. Mais là, du coup, tu dis prise de contact par rapport à quoi? LinkedIn, par exemple? Oui, on est tous plus ou moins sur des plateformes, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, etc., les sites internet. Mais même par peu mail, importe, peu importe le canal, mail. Peu importe le canal qu'ils utilisent pour vous contacter. Mais c'est l'approche. Qu'est-ce qu'ils doivent faire eux pour vous appâter, pour vous dire hey, je suis là, est-ce que mon profil est intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'était plutôt dans ce sens-là. Ouais. Après, tu as soulevé un point important, c'est justement le fait d'avoir déjà un projet professionnel. C'est d'arriver déjà avec savoir ce que je veux faire et d'identifier en quoi je suis douée, qu'est-ce que je peux apporter à une entreprise. Je pense qu'il y a trop de candidats qui arrivent sans ces informations. C'est très flou pour eux. Alors, ils ont des fois des carrières assez impressionnantes, mais malgré tout, ils ne sont pas capables de savoir vraiment comment se positionner eux-mêmes. Donc, je pense que la première étape, c'est déjà de faire un travail là-dessus. Et après, dans l'approche en fait, à avoir vis-à-vis d'un recruteur, c'est déjà de personnaliser évidemment son mail ou son message, et puis de venir un petit peu se présenter en quelques lignes, faire comme un petit pitch en fait, mais à l'écrit, en mettant en évidence les points forts, les atouts, ce qu'ils peuvent apporter, et éventuellement après avoir en fonction du contexte. Est-ce que c'est une candidature spontanée? Est-ce que c'est une réponse à une offre? Et à ce moment-là, peut-être inviter à, pourquoi pas, à un échange, mais en tout cas être toujours déjà dans un message qui soit bien rédigé, respectueux, qui soit bien écrit. Les fautes d'orthographe à bannir, évidemment, c'est très logique, mais en fait, il y en a encore trop. Et je pense qu'à partir du moment où on met un petit peu aussi, peut-être pas d'émotion, mais en tout cas, on essaie de faire transmettre un petit peu le côté humain qu'on peut avoir en tant que candidat. Je pense que ça peut déjà faire la différence, en fait. Ouais, c'est très important. Ouais. Très important ouais. Donc, si on résume, il faut approcher d'une manière douce, se préparer aussi un minimum, se renseigner, et puis après attaquer justement tout ce qui est recrutement. Et justement, en parlant de recrutement, etc., enfin de postulation, quel est l'état d'esprit à adopter justement quand on attaque ce fameux marché suisse ? Alors, juste avant de parler de ça, moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Christine. Elle a utilisé un mot qui est ultra important, et c'est ce mot-là qui doit suivre tout le monde dans sa recherche d'emploi en Suisse, c'est personnalisé.
quand tu contactes un recruteur, déjà renseigne-toi sur son expertise. Tu cherches un poste en production, va pas contacter un recruteur spécialisé dans la finance. Donc, va sur la page LinkedIn du recruteur, regarde ce qu'il fait. Si tu as vu un poste, on a de plus en plus aujourd'hui les noms des recruteurs sous les annonces. On peut aller checker justement sa spécialisation. Et quand je dis justement de nouer des contacts avec des recruteurs, c'est pas juste, OK, il est recruteur, il est talent acquisition dans une boîte. Non, c'est d'aller voir un cabinet de recrutement spécialisé dans son domaine, de se présenter, comme tu disais, mais de toujours personnaliser. Et puis, on parlera après de toutes les étapes, mais voilà, il y a aussi beaucoup l'approche directe, tu disais, d'être authentique, mais c'est surtout de personnaliser. En Suisse, le mass mail, pareil, quand on candidate, ça marche pas. On a besoin de personnaliser et ça veut dire, vous envoyez pas juste le CV. Et moi-même, j'en reçois aujourd'hui, alors que je ne fais plus de recrutement. Vous trouverez en pièce jointe mon CV. Merci de me contacter si vous avez une opportunité pour moi. Non, en fait, comme tu vois, ça fait 1 an que je suis devenue coach en recrutement. Par contre, oui, je peux t'aider à refaire ton petit message d'approche directe. Mais non, c'est super important de montrer que vous êtes renseigné sur la personne, que vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui. Et là, après, de vous présenter de manière très, très simple, très cordiale, en expliquant qu'on a un projet clairement défini, de voir si on peut mettre en place, apprendre à se connaître, organiser un appel, un échange. Mais ouais, pour moi, c'est super important de personnaliser. Je rebondis aussi, du coup, ça me donne des petites idées. Il y a beaucoup aujourd'hui de recruteurs aussi qui font des interviews. Moi, notamment, j'en interviewe pas mal. Ça peut être aussi un bon moyen de venir se différencier. J'ai écouté telle interview, merci pour telle et telle raison, j'ai appris telle chose. Tout de suite, ça vient un peu briser la glace et puis ça fait plaisir déjà aussi aux recruteurs. Et ça peut être un moyen de trouver, on va dire, un petit icebreaker, comme on dit, pour introduire le message. Ouais, Totalement. Tout à fait. Ouais. Des articles de blog, qu'importe, une vidéo. Il y a plein de ressources à utiliser. Et c'est pareil dans les candidatures spontanées, c'est de toujours personnaliser à chaque fois. Mais oui, allez checker en profondeur l'historique de la personne. C'est beaucoup de relationnel. Ouais, c'est ça. En fait, faut être perspicace c'est et ça. trouver les bonnes infos. Ouais. Mais exactement. Mais est-ce que ça fait partie justement? Non, ça ne fait pas partie du mindset, mais là on va en parler maintenant. Comment se préparer justement pour aborder ce marché suisse et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement aller de l'avant? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la chose la plus importante au niveau de l'état d'esprit à avoir? Parce qu'ils vont être confrontés à des refus, ils vont être confrontés à plein de choses. Donc, comment se préparer au mieux pour affronter tout ça, pour que ça se passe au mieux? Vas-y, d'accord. Ça me fait penser que j'ai été en contact avec une candidate hier et au niveau du mindset, il fallait retravailler pas mal de choses. Donc, du coup, c'est très bien que tu poses cette question. Je pense qu'il faut essayer au maximum de toujours garder une posture et un mindset positif. Malgré la situation, c'est un marché qui est difficile, on l'a déjà dit tout à l'heure, on est sur un marché tendu, il y a une concurrence qui est assez accrue, il y a de plus en plus de candidats qui souhaitent intégrer le marché suisse pour ceux qui ne sont pas encore là, mais il y a aussi beaucoup de candidats qui sont actuellement sur le marché, qui sont déjà en Suisse. Et c'est pour cette raison aussi que le taux de chômage a d'ailleurs augmenté, on en parlera tout à l'heure. Et cette candidate, elle était vraiment découragée parce elle avait fait énormément de postulations. Ça fait 1 an qu'elle recherche un poste en Suisse pour suivi de conjoint. Et elle se prend énormément de refus. Bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à retravailler sur son CV, sur sa manière de postuler. Mais hormis ça, elle était vraiment découragée. Et quand elle m'a eu au téléphone, donc elle s'est vraiment confiée à moi en disant j'en ai marre, je comprends pas, c'est très très difficile. Et puis j'ai bien senti qu'elle était vraiment très déstabilisée par la situation. Et je lui ai expliqué que je suis recruteur, donc je suis là aussi pour remettre un cadre, remonter le moral à certains de mes candidats, pour essayer de les remotiver, pour qu'ils puissent repartir avec des billes. Mais c'est pas du tout la bonne posture à avoir et la bonne manière d'approcher quelqu'un. Forcément, demain, elle postule dans une entreprise et elle va avoir le discours qu'elle a eu avec moi hier, par exemple. Potentiellement, c'est pas sûr, mais potentiellement, le recruteur, il va avoir une première image qui n'est pas forcément positive. Il va se dire, OK, donc la personne que j'ai en face de moi, elle est plutôt découragée, démotivée, c'est compliqué en ce moment. Qu'est-ce que ça va donner demain en entreprise quand elle sera en poste, quand elle sera face à des situations difficiles, stressantes, etc. Donc forcément, la première image, c'est très important. Pas qu'en Suisse, mais surtout en Suisse. Donc il ne faut vraiment pas la négliger, que ce soit physique ou par téléphone d'ailleurs, ou même par email, comme vous en parlez tout à l'heure. Donc, essayez de garder vraiment un mindset positif. Ça finira par aboutir.
Tôt ou tard. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Il y a des gens qui arrivent en 2 semaines, c'est vrai. C'est ça, et il y a ouais. des gens qui mettent 3 ans, c'est vrai aussi. Ça dépend le marché, ça dépend le poste et ça dépend aussi le secteur d'activité. Part de chance aussi. Peut-être une petite part de chance, même si, à mon sens, c'est pas grâce à la chance que tu... Non, bien sûr, mais Non, mais je suis d'accord qu'il y a quand même une petite part de chance. Voilà. En tout cas, quand j'étais recruteur, je sais que tu as la réussite parce que tu maîtrises ton marché, tu as ta relation avec tes clients, tes candidats. Mais il faut le dire, il y a quand même une petite part de chance. Oui, c'est sûr, tu peux tomber au bon moment. C'est ça, Oui, exactement, c'est sûr, exactement. effectivement. C'est vrai Mais que- pour rebondir sur ta candidate, ça arrive en effet assez souvent. Et moi, je le dis beaucoup. En fait, si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, comment un employeur en face peut avoir confiance en vous? La recherche d'emploi, c'est anxiogène. Ça fait perdre confiance en soi, qu'on se le dise, des refus négatifs à répétition ou pire, pas de retour du tout. Donc, voilà, il faut... j'ai une personne que j'accompagne qui a eu un retour négatif, qui était pas bien. Je lui disais, mais voilà, il faut se relever. Il me dit, non, mais j'ai le droit d'être pas bien. Et c'est vrai, il a raison, il a le droit. Il faut parfois c'est se humain. dire, C'est humain aussi. voilà, c'est humain, se dire, aujourd'hui, je suis pas bien. Par contre, demain, on revient plus fort, on se laisse pas abattre. Et finalement, ceux qui finissent par trouver un poste en Suisse, c'est ceux qui n'ont pas lâché. La persévérance, c'est quelque chose de super important parce que ça prend du temps, parce qu'il y a une concurrence qui est rude derrière. Donc, il faut se démarquer, il faut revoir sa stratégie à chaque fois, adapter, être toujours proactif, mais c'est surtout rester persévérant. Et puis, voilà, moi, je sais qu'il y a une petite phrase qui m'aide beaucoup, c'est de garder le cap. Courage, action, persévérance. Et voilà, et de se dire que ça va finir par payer avec la bonne méthode. Voilà, on peut parvenir, on peut atteindre son projet. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, moi aussi, j'en ai un de candidat là qui est un peu dans ce cas-là, qui a envie de lâcher un petit peu parce que ça fait 1 année qu'il recherche, on est dessus avec lui, on l'accompagne, etc. Ça ne donne rien pour le moment, mais il faut vraiment et je pense qu'il se reconnaîtra, enfin, j'espère, il faut vraiment qu'il reste motivé. Tôt ou tard, ça finira par payer, comme on le disait. Mais dans tous les cas, moi, c'est la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites? Comment on peut accompagner ces personnes-là qui, au bout d'1 année, 2, 3, commencent quand même un peu à dire « mince, je ne vais pas y arriver ». Comment on peut les aider plus? Est-ce que c'est à nous? Est-ce que ça aide de faire quelque chose, etc. Christine, j'aimerais bien ton avis. Moi, je pense qu'il faut surtout qu'ils se reconnectent à ce qui les a motivés à entamer ce projet. Parce qu'au départ, on est tout feu, tout flamme, et puis on est plein d'espoir, et on se dit ça va aller. Et en fait, avec le temps qui passe, les refus qui s'accumulent, la perte de confiance, forcément, tout ça, ça vient un petit peu casser notre dynamisme de départ. Mais je pense que ce qui compte, c'est se rappeler qu'est-ce qui nous a motivés au départ, pourquoi en fait je me suis lancée dans ce projet. Et puis en fait, se dire, c'est parce que la motivation, alors on parlait un petit peu du salaire, mais je pense qu'il y en a pour beaucoup, c'est pas que ça. Ça va au-delà, c'est aussi après plus une qualité de vie qui plus importante. Mais prendre le temps de se poser ces questions et de se dire, qu'est-ce qui m'a motivé au départ et aussi prendre conscience que ça va être difficile. Je veux dire, c'est un parcours, donc il faut suivre un processus. Il y a différentes étapes à valider. Et quand on n'est pas bien, on a le droit d'être pas bien. Donc franchement, je suis hyper d'accord avec ce que tu disais aussi. C'est de dire simplement, prends ce temps, accueille ce que tu ressens, t'es frustré, ok, c'est ok. Ça sert à rien de refouler ça. Mais par contre, c'est de se dire, de toute façon, j'ai un plan d'action. Je pense que c'est ça aussi qui est très important. C'est qu'il y a beaucoup de candidats qui s'éparpillent beaucoup et qui savent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas en fait quoi faire. Donc c'est même pas qu'ils n'ont pas une mauvaise volonté, c'est qu'ils pensent bien faire, mais que finalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Donc il y a déjà cette notion aussi de conscience en fait sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et une fois c'est pour ça que c'est important aussi des fois de se faire accompagner pour prendre de la hauteur sur ce qu'on fait de bien et de pas bien, et pourquoi pas réajuster certaines choses. Mais c'est important de se reconnecter en fait finalement. Moi je vais être un petit peu spirituelle, mais peut-être à son cœur finalement, à ce qui nous faisait vibrer au départ, et de se dire je sais pourquoi je le fais. Si je me suis lancée là-dedans, c'est pour des bonnes raisons, et même si ça va être dur, déjà l'accepter, de se dire j'y vais quand même. Et je lâche pas, c'est ça, c'est la persévérance et la patience qui feront après le reste. Et surtout rester positif aussi, comme on le disait, parce que la positivité amène la positivité, etc., etc. L'appel de l'univers aussi, encore spirituel comme tu le disais, mais des fois ça fonctionne aussi. Et puis j'ai même l'impression que quand tu fais quelque chose, quand tu demandes, quand tu veux quelque chose très fort, tu finis par l'avoir. Mais quand on a souvent des refus, etc., on se dit mince, je vais pas y arriver, je vais pas arriver. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura quelque chose en général.
C'est souvent après quelque chose d'un peu négatif qui vient un petit peu nous saper le moral. Si on a justement la force un petit peu de surmonter ça, il y a souvent du positif qui est derrière. On ne le voit pas sur l'instant, donc c'est ça qui est difficile. C'est ça, mais après, j'en suis sûr qu'une fois qu'il aura le job, etc., il se dira « j'ai bien fait de le faire », etc. C'est ça, tout arrive pour une bonne raison. C'est ça. Et puis si ça se fait pas à ce moment-là, c'est que forcément il y avait une raison. Offre. Exactement. Je suis d'accord. Justement, là, en parlant un petit peu des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, etc., on peut partir sur le thème des attentes, de l'attente des candidats et de l'attente justement des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Les attentes que les candidats ont sont peut-être complètement différentes par rapport aux entreprises. Alors, je ne dirais pas que c'est complètement différent. Je dirais juste qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a... j'ai plus le terme exact, mais un manque de compréhension des deux côtés. On va plutôt appeler ça comme ça. C'est qu'aujourd'hui, donc la Suisse est un marché de compétences. On reste malgré tout sur un marché de compétences, même si aujourd'hui le pays va laisser sa chance plus facilement à quelqu'un qui n'a peut-être pas les diplômes, mais du moment qu'il a les compétences, ça va fonctionner. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, notamment parce que c'est quand même beaucoup depuis la crise sanitaire, les attentes des candidats, elles ont évolué. Donc aujourd'hui, un candidat sur le marché, que ce soit en Suisse ou même ailleurs, parce que ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est propre aussi à d'autres pays, c'est que donc, la work balance life et la vie à la maison, enfin la vie personnelle, on va dire, et je suis désolée, je cherche mes termes là. Elle est devenue importante maintenant. Elle est devenue importante. Enfin, aujourd'hui, donc, les candidats ont vraiment besoin d'avoir leur vie professionnelle, leur vie au travail, mais aussi une vie à côté finalement. Donc, ils sont en recherche d'autonomie, de flexibilité, de confiance. Ils ont besoin d'avoir des managers qui leur font confiance, qui leur laissent faire, qui leur laissent prendre des décisions aussi. Ça, c'est venu. Donc, c'est un package en fait. Il y a quelques années, la Suisse était attractive pour la qualité de vie, certes, mais surtout pour la rémunération. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Donc oui, on a toujours des candidats qui veulent venir que pour ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils recherchent une qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est aussi autour de l'environnement, surtout la flexibilité et l'accès, par exemple, au télétravail. Le télétravail, c'est devenu une notion qui est très, très importante. Alors après, ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend du secteur d'activité. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est devenu important aux yeux des candidats. Les entreprises, à l'inverse, donc elles entendent toutes ces notions-là, mais malgré tout, il y a un souhait, alors que ce soit conscient ou inconscient, ça pour le coup, on n'a pas encore la réponse, mais il y a un souhait de revenir un petit peu en arrière, dans le sens, ça marchait bien comme ça avant, pourquoi on ne reviendrait pas finalement comme ça? Donc, arrêt du télétravail. Dans beaucoup d'entreprises. Arrêt du télétravail, donc remettre un cadre, donc des prises de décision au niveau hiérarchique sans forcément concerter les candidats. Donc, ce n'est pas dans tous les secteurs, bien évidemment, mais on revient un peu en arrière. Ouais. Donc c'est plutôt là-dessus où il y a vraiment ce combat entre les entreprises et les candidats qui ont des attentes de plus en plus importantes, et les entreprises qui souhaitent aujourd'hui potentiellement revenir un petit peu à ce qui se faisait avant, parce que ça fonctionnait très bien avant. Pourquoi changer? Non, bien sûr, ça fonctionnait bien. Après, j'ai l'impression aussi quand même qu'il y a des candidats qui restent sur leur position. Ils veulent quelque chose qu'ils avaient eu en France, ils veulent la même chose en Suisse. Ils ne lâchent pas, ils veulent aller dans ce sens-là. Même s'ils se prennent 50 000 refus, ils vont aller dans ce sens-là, ils ne se remettent pas en question. Et ça, pour dommage. Le coup, c'est potentiellement parce que le projet, il n'est pas mûrement réfléchi. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Effectivement, un problème de mindset peut-être aussi, ou peut-être faire des concessions aussi. Exactement. Parce qu'on arrive sur un nouveau marché. C'est ça. On arrive sur un nouveau marché, on est nouveau, c'est à nous de s'adapter au marché, et ce n'est pas le marché de s'adapter à... Je pense que quand on intègre justement un nouveau marché, il faut être en mesure de... alors oui, d'avoir peut-être des non négociables, ok, mais de lâcher du lest sur certains critères. On ne peut pas tout avoir en fait. On ne peut pas arriver sur un nouveau marché, sur un même poste ou même sur un poste évolué par rapport à ce qu'on avait avant. C'est pas possible, il y a la différence de culture qui est là. Donc il faut être prêt soit à accepter un salaire qui est peut-être en dessous du salaire du marché, soit se dire ok, je vais redescendre d'un échelon. Mais en tout cas, il faut être prêt à lâcher, ou soit à accepter des missions temporaires et non pas avoir un poste fixe de suite. Il y a plein de choses en fait qu'on peut déterminer pour se dire ok, je suis prêt à faire cette concession, mais c'est temporaire, on ne va pas après rester sur ce genre de poste par exemple pendant plusieurs années consécutives, mais ok, je fais mon expérience, je fais mes preuves aussi, ça c'est important, et après oui, je serai peut-être en mesure
d'atteindre un poste qui est plus en phase avec peut-être mon poste précédent, mais parce que voilà, j'aurais démontré. C'est ça aussi, je pense, qui est important. Mais tout à fait, tout à fait. Et puis je rebondis sur ce que tu as dit, sur l'expérience, parce que je vais prendre l'exemple d'une personne qu'on suit, elle a un très bon profil, etc., mais il lui manque cette expérience suisse. Tous les recruteurs lui disent, mais il ne peut pas descendre d'un échelon ou faire une concession. Donc c'est là qu'il y a problème. Que c'est pas très bien réfléchi, etc. Mais effectivement, il faut faire des concessions quand on arrive sur le marché suisse. Sinon, ou accepter que ce sera plus long. Voilà, exactement. Et à ce compte-là, être OK avec ça. Exactement. Ouais, bien mettre en fait, il faut se confronter aujourd'hui à la réalité du marché, analyser. C'est beau de vouloir un poste spécifique, mais déjà, il faut commencer à regarder, OK, quelles sont les opportunités, quels sont les secteurs qui recrutent, quelles sont les entreprises qui recrutent, quelles sont les conditions de travail derrière, est-ce que on est en phase avec ça? Donc pareil, la première chose, on va dire, c'est déterminer son projet pro, mais ça va être en effet le type de poste, mais pas que. Aujourd'hui, on cherche quoi? Est-ce qu'on cherche un temps de travail, un temps partiel, un temps plein, une durée indéterminée? C'est vraiment, voilà, le secteur, c'est vraiment se poser, se dire, OK, voilà ce que je veux. Ensuite, quelles sont mes compétences? Et regarder ensuite. Et faire le lien entre le marché et ce qu'on propose aujourd'hui. Et puis, on en parlait tout à l'heure. Et puis, je pense que finalement, ça revient un petit peu partout de toujours se remettre en question quand, justement, on postule à fond et qu'on n'a pas de retour ou des retours négatifs, ou justement, voilà, on n'est pas en phase avec les attentes d'un employeur en face. Au lieu de continuer, on s'arrête, on fait une pause, on prend un petit peu de recul et de hauteur et te dire, OK, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Au lieu de continuer tête baissée, de se dire, est-ce que c'est en effet, j'ai pas de retour à mes candidatures, dans ces cas-là, revoir ces candidatures. Est-ce que on est sélectionné pour des entretiens, mais on passe jamais les prochaines étapes pour X ou Y raison? De se dire, OK, il faut peut-être que je prépare mes entretiens. Mais voilà, de toujours analyser, que ce soit sur de l'approche directe, on n'a pas de réponse à ces messages. OK, on arrête, on analyse ces messages. Et c'est là où aussi, ça peut être intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Mais voilà, de ne pas faire sa recherche seule, d'en parler, de se faire accompagner par des experts ou même par son entourage. Moi, je conseille toujours de faire une petite simulation d'entretien avec quelqu'un de sa famille, un ami, même faire relire son CV par quelqu'un d'autre. Qui n'est pas de son secteur, pour voir en effet, OK, si tu es recruteur, est-ce que toi, tu arrives à comprendre en tout cas ce que je fais? Tu viens pas de mon domaine. Mais voilà, de toujours savoir se remettre en question et de ne pas avancer seul. Mais c'est important de se remettre en question, on le disait aussi, parce que si on va toujours dans la même direction, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut... Et puis de toute façon, il n'y a pas qu'une seule stratégie dans toute façon dans la recherche d'emploi. Il faut évoluer, il faut regarder, il faut moduler, il faut modifier peut-être, revoir certaines choses, mais ne pas être borné et puis peut-être demander une aide extérieure, etc. Par rapport à, j'ai envie de dire, les profils qui vous contactent et que vous savez que ça va pas fonctionner. Comment on peut dire les profils indésirables? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport... C'est peut-être pas le terme. C'est pas le thème. Pour le marché suisse, peut-être. Pour le marché suisse, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire challengeant. Ouais. C'est clair, moi, quand on me contacte et qu'on me dit oui, voilà, j'ai envie de me lancer dans une reconversion professionnelle sur le marché suisse, tout de suite, moi, c'est... OK, la personne n'a pas compris, en fait, déjà, que la Suisse, c'était des profils qualifiés, comme David en a parlé. Et donc, déjà, il y a déjà un manque de compréhension à ce niveau. C'est difficile de se lancer dans une reconversion professionnelle en abordant un nouveau marché. En fait, on complique la démarche. Donc, il y a ce genre, tu vois, je ne sais pas si c'est les personnes qui sont dans le déni, mais je pense que c'est vraiment... ce manque de conscience sur les différences. Mais je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont donné cette image de la Suisse où venez tous en Suisse, tout est possible, etc. Mais non, il faut, comme tu l'as dit, ils sont peut-être dans le déni à force de voir ce genre de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais ouais, il faut vraiment qu'ils fassent les choses bien correctement. Et puis, ou quelqu'un qui veut changer de secteur d'activité. C'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Et puis d'autant plus que là, on n'en a pas parlé, mais il y a les frontaliers, il y a les résidents, etc. Mais les frontaliers qui veulent travailler en Suisse dans des secteurs, comme tu dis, reconversion, alors que peut-être que justement ce poste-là ou ce domaine-là veut spécifiquement des résidents déjà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment qu'ils se renseignent avant. C'est pour ça que je dis, c'est pas désirable, c'est indésirable, c'est pas ce terme-là, mais c'est des personnes qui n'ont pas le profil top candidat. C'est ça. Voilà, c'est des profils qui comportent plus de freins.
Mais déjà, voilà, le fait d'identifier les freins, c'est déjà un premier pas, parce que souvent, ils ne savent pas en fait ce qui freine. Et ne serait-ce que des fois, l'éloignement géographique, pour eux, c'est pas un souci, parce qu'ils sont motivés en fait, et ils vont y aller. Sauf qu'ils ne se mettent pas du tout dans la peau du recruteur, où pour lui, c'est un vrai problème, c'est un vrai questionnement, est-ce que la personne, elle a vraiment un projet qui est mûrement réfléchi? Est-ce qu'elle va vraiment venir? Est-ce qu'une fois sur place, elle ne va pas me dire au bout de 2 mois, ah ben non, finalement, ça ne me convient pas? En fait, il y a plein de choses et voilà. Exactement. Et puis, alors, au niveau des erreurs, justement, les erreurs fréquentes que ces candidats peuvent faire, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qui c'est qui va prendre la parole sur ça? Parce que là, il y en a quand même plein. Il y en a beaucoup, mais avant ça, je dirais, tu disais les reconversions, il y a les jeunes diplômés, et puis on n'en a pas parlé, mais en effet, pour des non-ressortissants de l'Union européenne, oui, ça... c'est quasiment impossible. Je dis pas que c'est impossible, pour moi, à mon sens, rien compliqué. n'est impossible, mais ça va être très, très compliqué. Ouais. Donc oui... Voilà, c'est des candidats où on sait d'avance. Après, pareil, il y a des candidats qui ont beaucoup bougé. En fait, ce sera partout. Ça rassure pas un employeur. Pareil, un candidat, on disait d'accepter en effet des postes en dessous quand on se rend compte que le marché, il n'y a pas aujourd'hui d'opportunités qui correspondent pleinement. Pour certains candidats, c'est une vraie stratégie de se dire... Bon, go, je postule à des postes pour lesquels je suis trop qualifiée, comme ça je suis sûre que j'aurai mes chances. Et en fait, ça marche pas. Il faut toujours se mettre dans la tête de l'employeur. Et c'est pareil, ça rejoint même cette histoire de distance où en tant que candidat, on est super motivé et on se dit non, mais moi, les 2 heures de trajet aller-retour par jour, je me les fais sans problème, j'ai l'habitude. Ouais, mais en fait, le recruteur, l'employeur en face, à chaque fois, il pense... recrutement loupé entre guillemets, c'est-à-dire que le candidat il part parce qu'il tient pas, parce qu'il accepte finalement une autre opportunité qui sera davantage en phase avec ses attentes. Un recrutement loupé, c'est des dizaines ça peut monter jusqu'à des centaines de milliers de francs perdus. Et l'employeur, lui, il voit juste, en tout cas, c'est un gros warning, c'est un gros point d'interrogation, c'est comme la motivation en entretien ou autre. C'est pour ça que c'est super important, en tout cas, de toujours, dans toute sa recherche d'emploi, toujours se mettre dans la peau de l'autre, dans la peau du recruteur, dans la peau de l'employeur, et de pouvoir rassurer là-dessus, rassurer sur ses compétences, se positionner comme un expert. Et c'est aussi pour ça que parfois, des reconversions, ça fait peur, parce qu'on se dit que la personne, elle n'a jamais fait ce boulot, finalement. Qu'est-ce qui me garantit qu'elle va s'épanouir, qu'elle va se plaire, qu'elle ne va pas finalement partir, alors que je vais lui donner sa chance, que je vais la former, que je vais investir de l'argent pour cette personne? Donc ouais, il y a quand même pas mal de challenges, mais c'est marrant parce que plus on parle et plus on analyse, et finalement il y a des grandes, on va dire, dominantes qui ressortent. C'est toujours se mettre à la place de l'autre, persévérer, se remettre en question, et finalement à chaque étape du processus de recrutement, c'est important. Donc ouais, après il y a plein d'erreurs justement, et ça va être de ne pas appliquer toutes ces choses, mais je pense que ouais, ça va passer aussi beaucoup par les documents de candidature. Oui, ça c'est les erreurs les plus fréquentes d'ailleurs. CV, lettre de motivation. Enfin, lettre de motivation, on va peut-être éviter. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. On a des points différents là-dessus, mais après, vas-y, allez, Daviane. Non, alors moi je ne suis pas contre la lettre de motivation. Ça peut justement de temps en temps faire la différence, etc. Mais est-ce qu'elle est lue déjà, cette lettre de motivation? On ne va pas se mentir, dans 99% des cas, non. Donc en fait, quand elle est demandée, oui, il n'y a pas de sujet. Quand on postule pour un poste spécifique, et qu'on va demander un dossier de candidature complet, souvent dans le dossier de candidature complet, il y a la lettre de motivation et c'est précisé. Donc dans ce cas-là, oui. Ah oui? Mais tu la lis, enfin vous la lisez même quand elle est demandée, parce moi je trouve qu'elle est de plus en plus demandée quand on postule. On n'a pas le choix, donc c'est là où en effet mieux vaut faire quand même une bonne lettre de motivation. Oui. Mais est-ce que, parce que moi aussi j'ai été recruteur, et j'avoue, je vous dis la vérité, je la lisais pas forcément. Ah non, je parlais pas pour moi. Okay. Je parlais de... Alors nous, on la demande jamais, pour être honnête. Okay. Vraiment, pour le coup, on la demande jamais. Si on en vient à la demander, c'est parce qu'un de nos clients, donc une entreprise à laquelle on travaille, nous la demande. Et la lit, et là, du coup, on va la lire. On va juste s'assurer, surtout si c'est un candidat qu'on va recommander, qu'on va représenter, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas de coquilles, que celle-ci soit bien construite, etc. Mais on va plus parler plutôt des lettres de motivation spontanées, parce que c'est plus là-dessus, finalement, où moi, je ne suis pas trop pour. Moi, je préfère qu'un candidat envoie un email ou un message LinkedIn bien rédigé en expliquant un petit peu le projet, sa motivation, les raisons pour lesquelles il postule, avec son CV en pièce jointe,
que plutôt me faire l'email de présentation que je viens de dire et ajouter CV plus lettre de motivation. Je suis d'accord. Dans ce Je vais cas-là, pas lire. oui. Dans Je ce vais pas cas-là, je lire suis la d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut un document, que ce soit le mail, que ce soit une lettre de motivation ou même l'encart qu'il y a dans les postulations en ligne pour expliquer ce projet-là. Parce que sinon, ils ne vont pas comprendre qu'il vient d'un autre pays, etc. Comment expliquer, comment justifier qu'il veut venir en Suisse. Généralement, quand tu approches la personne, tu lui expliques déjà un peu Oui. les raisons. Et pour moi, c'est largement suffisant. Si tu le fais bien, que ton message d'accroche, donc du coup, Angèle peut le témoigner, je suppose, parce que tu as dit tout à l'heure que tu voulais retravailler le message d'accroche d'un de tes candidats. Donc, si le message d'accroche est bien rédigé, qu'il est bien fait, tu n'as pas besoin de plus. Le recruteur, il va t'accorder du temps. Et après, c'est une fois que le recruteur ou le talent acquisition, peu importe, t'accorde du temps, que là, tu vas pouvoir justement présenter tes motivations. Et ça, pour moi, ça vaut bien plus qu'une lettre de motivation. On est d'accord. Voilà. Donc, ce serait plutôt dans un second temps que tu expliques vraiment ton projet au recruteur, enfin, à la personne que tu as C'est contactée. ça. que tu es en face de La toi. lettre de motivation spontanée dit standard, qu'on peut envoyer un peu pour tout et n'importe quoi, pour moi, c'est c'est pas utile. Pour Ça sert à rien, ouais, je pense que faut arrêter les lettres génériques, ça ne marchera pas, Ouais. qu'importe. Mais par contre, moi, je suis pour les lettres de motivation. Alors, quand vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de faire une lettre de motivation, voilà, mettez-y le paquet, tant qu'à faire, c'est votre moment. Par contre, en effet, si vous avez le choix, moi, je vous conseille de vous focaliser toujours sur le CV, d'adapter à chaque fois vos candidatures. On y reviendra sûrement un petit peu parce que ça, en effet, je pense que c'est un sujet qui est important. Mais par contre, moi, la lettre de motivation, je la trouve importante dans certains cas, et notamment dans le cas de candidature spontanée. Après, quand je dis lettre de motivation, pour moi, ça peut être dans un mail de motivation. Oui. Pour moi, je le considère. Oui, Je c'est ne demande ça. pas qu'il y ait forcément en pièce jointe un document qui s'appelle lettre de motivation. Mais par contre, pour moi, ça fait du sens dans le cas d'une candidature spontanée. Et c'est indispensable pour moi d'avoir une lettre de motivation ou un mail de motivation où on va expliquer vraiment ce qui nous motive aujourd'hui à les contacter, pourquoi on est intéressé pour aller travailler dans cette entreprise. Personnalité encore à fond, aller sur Internet, des articles de presse, sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est un nouvel article, un lancement de produits, une levée de fonds, une acquisition, que sais-je. Mais en tout cas, de montrer qu'il y a un vrai travail de recherche, une vraie motivation pour aller travailler là-bas et qu'on n'est pas juste à la recherche d'un poste. Non, on veut venir travailler chez vous parce que pour telle et telle raison, faire le lien avec ce qu'on a fait précédemment et en quoi justement on peut être une valeur ajoutée pour cette entreprise. Et c'est clair que les candidatures spontanées, il ne faut pas tout miser là-dessus parce que, comme leur nom l'indique, elles sont spontanées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un poste ouvert derrière. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qu'il faut inclure dans sa recherche d'emploi en Suisse quand il y a peu d'opportunités qui nous correspondent ou pour augmenter nos chances de trouver un poste quand il y a on a une expertise dans un domaine d'activité bien précis. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et j'ai appris très récemment que finalement, ça débouche aussi sur... Il y a des candidats qui arrivent à décrocher des postes avec des candidatures spontanées. Et le chiffre, il n'est pas des moindres, c'est 16,5%. Donc, comme quoi, faut le faire. Ouais, c'est pas négligé. Clairement. Ouais. C'est drôle parce que j'ai justement un bel exemple de candidature spontanée qui fonctionne. Il y a une des candidates qui avait envoyé une candidature spontanée. Donc, c'était vraiment une entreprise rêvée. Donc ça, je pense qu'aussi, ça compte beaucoup dans sa candidature spontanée. C'est de cibler. En fait, on a le pouvoir de cibler là où on rêverait de travailler. Donc, c'est quand même pas rien. Et elle avait eu un entretien donc, avec la responsable. Et il y a vraiment eu ce fit tout de suite. Donc, mais par contre, la responsable a dit, par contre, voilà, je n'ai pas de poste. Mais votre profil m'a intéressée. Il y a le fit. OK, bon, ça s'arrête là. Elle aurait pu dire, bon, ça n'a pas marché. Au revoir, je passe à autre chose. Eh ben non, elle a justement un petit peu allié le réseautage. En tout cas, elle a essayé de maintenir la relation. Donc, c'était message pendant les fêtes, message pendant la bonne année. Comment se porte le marché maintenant? Comment ça va au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des besoins? Au bout de 8 mois, la responsable la rappelle. On a un poste pour vous. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, c'est OK. Donc, effectivement, il y a eu 8 mois. Eh oui. Mais elle n'est pas restée sans rien faire pendant ce temps. Elle a Elle était entretenu le vraiment contact. toujours en train de maintenir le contact. Ce qui fait que la responsable aussi, elle l'avait dans la tête, en fait. Et quand Ouais. le besoin s'est présenté,
Hop, À elle a qui est-ce pensé qu'elle a elle. pensé? Bah oui, À elle. exactement. c'est génial. logique. Ouais, ça, C'est une belle histoire. Ah et ouais, j'adore ce genre Ouais. d'exemple. Ouais. Donc écoutez Christine, voilà un vrai exemple à Oui, non, l'appui. bien sûr. Ça marche, faites-le. Ouais. Exactement, Ne le il faut négligez pas pas. négliger. Ouais. Et les candidatures spontanées, mais moi aussi j'ai un exemple encore tout récent, hein, c'est un candidat qui voyait qu'il n'y arrivait pas par les candidatures par Internet, etc. Il a appelé 2-3 sociétés, donc une, comme toi, hein, qui n'était pas rêvée, mais qui correspondait à ses attentes. Il les a appelés. Il n'y avait pas de poste défini à ce moment-là, mais en discutant avec lui, etc., ils lui ont proposé quelque chose. Donc voilà. Et il n'a pas attendu 8 mois, lui, mais ça a donné le même résultat. C'est la candidature spontanée qui a fait la différence. Donc, ouais. Alors ça, c'est des très belles histoires et franchement, je souhaite à beaucoup de gens que ça fonctionne comme ça. Je pondère juste un petit peu parce que dans le sens, quand c'est l'entreprise rêvée, oui, ça fonctionne. Enfin, normalement, il y a beaucoup de chances que ça fonctionne. Quand c'est dans un secteur d'activité où vraiment il y a une grosse pénurie et qu'on a vraiment ciblé le secteur d'activité, oui, aussi ça fonctionne. Par contre, je pondère, je conseille pas plutôt à tous les candidats de miser là-dessus, de se dire, bon, bah, ok, on m'a dit que la candidature spontanée, ça marchait, je vais appeler toutes les sociétés et je vais faire des candidatures spontanées partout. Non, il faut vraiment que ce soit l'entreprise rêvée, le secteur d'activité rêvé, où là, on est sûr que ça va matcher. Enfin, voilà, il faut quand même qu'il y ait, à un moment donné, un élément qui peut faire la différence. Après, on n'a pas dit qu'il fallait Non, faire à il faut chaque fois. diversifier. Je pense que la clé, c'est diversifier. vraiment de On a juste dit diversifier. que ça pouvait marcher. Ouais. Ah oui, non, bien Ça sûr, pouvait oui. faire la différence. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats qui ne se lancent pas là-dedans, alors soit parce qu'ils ne savent pas trop non plus comment faire, mais qui se disent aussi, bon, en fait, j'ai aucune chance, il n'y a pas de besoin. C'est vrai. Voilà. Alors que si, la preuve, Il 16%, peut y c'est avoir. quand même Ouais. pas négligeable. Ouais, carrément. Et puis du coup, là, ça me fait penser à autre chose. En tant que candidat, on se dit non, il n'y a pas justement candidature spontanée, il n'y a pas de poste derrière, ça vaut pas le coup. Comme les relances. Alors on a une recruteuse avec nous, je serais curieuse d'avoir son avis, mais pour moi, les relances, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire parce qu'on a tendance à se dire non, bah, j'ai pas de retour, donc ma candidature, elle n'a pas été retenue. Ouais, sauf que le recruteur, il a sûrement peut-être même pas ouvert ta candidature parce qu'on est sur des centaines et des centaines de candidatures qui ne sont pas qualifiées, qu'on se le dise. Relancer, ça coûte pas grand-chose. Au pire, on vous répond pas. Mais finalement, bah, une petite relance, le recruteur, il peut aller checker le profil parce que là, il a un petit peu de temps, soit il l'avait pas fait jusqu'à présent. Et puis voilà, parfois, il aura un feedback, soit sur pourquoi ça correspondait pas, pourquoi finalement il n'a pas de retour, ou parfois, ça peut même déboucher finalement sur une présélection téléphonique, un entretien. Donc, voilà, je suis totalement d'accord avec toi et je suis plutôt en phase là-dessus. C'est assez marrant qu'on en parle parce que ma candidate d'hier, avec qui c'était très compliqué, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle relance toutes les candidatures qu'elle avait faites. Oui, c'est clair, les relances, c'est hyper important. Alors, je suis d'accord, en tant que recruteur, on est sursollicité, que ce soit par email, par LinkedIn, sur les réseaux sociaux, même par téléphone, sur notre ligne directe ou via le standard. Donc, c'est pas facile, ça c'est vrai, mais par contre, c'est pas parce qu'on répond pas tout de suite que ça veut forcément dire non. On peut avoir oublié. Ça m'arrive. Alors moi, la première, des fois, je vois un email d'un candidat, ça m'a l'air intéressant, et puis je suis en train de faire autre chose, et je dis, je répondrai tout à l'heure, une fois que j'ai fini ce que je suis en train de faire. Puis après, je finis par oublier, et puis il y a une semaine qui passe, 2 semaines, et si j'y repense pas à un moment donné, potentiellement, je vais jamais m'en souvenir. Et c'est humain, c'est comme ça. On a des centaines de candidatures par jour, surtout sur Genève, parce que c'est Genève. Donc, malheureusement, même si on essaye de faire notre travail correctement, on peut passer à côté de temps en temps de profils intéressants parce que on a oublié de les contacter, parce que donc on a mis au lendemain, donc on a procrastiné un peu. J'ai cherché le terme, je me dis, c'est quoi le mot déjà? Voilà, donc la relance, c'est hyper important. Après, je pondère aussi avec mes candidats, je leur dis, bon ben voilà, vous relancez tous les 10-15 jours, il ne faut pas non plus que ce soit tous les 3 jours, ça ne sert strictement à rien. Tous les 10-15 jours, vous faites une relance et au bout de 3 relances, si la personne ne vous a toujours pas répondu, partez du principe qu'elle n'a pas l'intention de vous répondre. Voilà, donc là, c'est dommage d'en arriver là parce que bon, dans ce cas-là, moi, je pars du principe que si au bout de la 3e relance, ça m'arrive jamais, mais si au bout de la 3e relance, je ne réponds pas, c'est que j'ai décidé que j'allais pas répondre. Donc, c'est pas à faire, mais c'est ce que je dis à mes candidats, ça sert à rien. Donc, 3 relances, pour moi, c'est le grand maximum. Et c'est vrai, il y a de très très belles histoires et j'en ai une donc, qui me concerne directement, un candidat que j'avais même pas vu finalement, qui avait candidaté pour un poste et puis finalement j'avais sélectionné
ma première shortlist de 4-5 candidats, donc les 15 premiers jours. Et ils étaient, à mon sens, très bien. Donc en fait, finalement, les autres candidatures, je ne les ai pas considérées tout de suite. Bah, bien sûr, c'est souvent Et en fait, le profil, il l'avait postulé longtemps après. Je crois qu'il a postulé un mois et demi après. Donc c'était un processus qui était quand même assez long. Et en fait, donc, il a fini par me contacter sur LinkedIn en me disant « Bonjour, j'ai postulé à telle annonce à telle période, j'ai jamais eu de retour. » J'ai vu le profil, je me suis dit « Mais comment j'ai fait pour passer à côté de ce profil-là ? C'est pas possible. » Et en fait, je suis passée à côté parce que j'ai juste pas regardé les candidatures qui étaient après ma première sélection. Donc, il faut vraiment le faire, il ne faut pas hésiter et puis il faut insister. Voilà, il y a des recruteurs que ça va embêter parce qu'ils vont trouver que les personnes insistent trop. Non, moi je leur dis « Vous insistez. » Je veux dire, au pire... Vous avez une réponse. Je ne dis pas insister tous les 2-3 jours, hein, Nicolas. Je te dis insister. Moi aussi, je répondais alors là-dessus, c'est vrai. Parce que justement, je cette relance-là, ça peut être considéré comme quelque chose de positif et des choses à ne pas faire non plus. Ouais, moi, voilà, je conseille moi, je conseille de relancer une fois. Moi, mais t'as raison, c'est bien. Bah, comme tu vois, on a chacun un peu nos quotas. T'as raison qu'après, il faut peut-être le faire plusieurs fois finalement. Parce que peut-être que la première relance, pareil, elle est passée à la trappe. Et alors, du coup, tu me fais penser à quelque chose, une vraie question, moi, qu'on me pose beaucoup, je sais pas pour vous, mais vaut mieux postuler en début, lorsque l'annonce, elle vient d'être publiée, ou à la fin. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, parce que ça va dépendre un petit peu de l'implication, à quel point le recruteur est consciencieux, est-ce qu'il va traiter ses candidatures par ordre de postulation ou pas. Mais du coup, tu confirmes qu'il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre du processus. Il y a des processus de recrutement qui sont très, très longs. Et du coup, peu importe que tu postules dans les premiers ou dans les derniers, normalement, si le recruteur fait bien son travail, il ne va pas passer à côté de ta candidature. Et il y a des processus de recrutement qui sont très rapides et qui vont se clôturer en 15 jours. Et si tu ne faisais pas partie des premiers postulants, en fait, le recruteur ne va pas avoir ta candidature. Donc, pour le coup, là, je n'ai pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment... Là, pour le coup, oui, il y a un facteur chance, tu vois. Ah, tu vois, on avait raison au début quand même. Ouais. Là, je suis d'accord. Okay. Après, je pense qu'il y a certaines annonces où il y a quand même une date limite de postulation. Oui. Je pense que dans ces cas-là, ils attendent de recevoir tous les dossiers jusqu'à la date. Et à partir de là, ils vont tout traiter. Donc, je pense qu'en fait, ça peut être aussi un indicateur de se dire, bon, OK, alors je ne dis pas que ce n'est pas pertinent de le faire rapidement, d'être dans les premiers, hein, mais je pense que là, il y a vraiment cette prise en globalité des candidatures reçues. Oui, je pense que les gens fonctionnent comme ça. Quand il y a une date limite de candidature, normalement, les entreprises attendent d'avoir reçu tous les CV, ils font tout d'un coup pour éviter justement de passer. Mais quand il n'y en a pas, effectivement, je pense que là, c'est, première arrivée, premier servi. Et vous répondez quoi, vous, aux candidats, quand ils vous disent « Ouais, j'ai vu l'annonce, j'ai postulé... » Je n'ai pas eu de réponse, l'annonce est encore active, qu'est-ce que je fais ? Donc relancer. Oui, ça c'est une relance. Moi je prends le temps de répondre parce que j'essaye vraiment. Alors oui, je suis comme tous les recruteurs, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, même si j'aimerais bien. Mais lorsqu'il y a un candidat qui me relance, qui me dit j'ai postulé à telle annonce, qui me met le lien de l'annonce ou la référence de l'annonce, où je peux trouver l'information de manière assez rapide, je vais lui répondre. Donc je vais aller checker. Donc soit sa candidature, elle n'a pas encore été traitée, et je lui dis votre candidature est en attente, elle est ni traitée ni pas traitée, donc vous allez peut-être avoir un retour. Mais j'explique bien qu'il aura un retour du recruteur que si son CV est sélectionné, que s'il n'a pas de retour dans les 15 prochains jours. Non, 15 jours, généralement je dis 3 semaines parce que nous ça nous arrive des fois de prendre 3 semaines pour faire des retours. S'il n'a pas de retour de notre part dans les 3 prochaines semaines, il peut considérer que sa candidature n'a pas été retenue et normalement, au bout d'un mois, Michael Page, l'entreprise envoie un email automatique à tous les candidats qui n'ont pas été retenus pour qu'au moins ils aient une information. Oui. Mais si, j'essaye de répondre. Et quand je dis insister, je ne dis pas envoyer des messages tous les 2 jours, hein, bien sûr. Là, au bout d'un moment, s'il y a un candidat qui m'envoie des messages tous les 2 jours, je l'appelle et je lui dis, écoutez, j'ai bien vu vos messages, je n'ai pas encore pris le temps de vous répondre, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Quand je dis insister, ce n'est pas lâcher l'affaire, c'est refaire une relance de manière cordiale, respectueuse, polie. Tous les 15 jours, c'est largement suffisant. Le recruteur, il finira par répondre. Au pire, il dira juste « Je suis désolé, le processus, il est clos » ou il est en cours il est très avancé, on ne rencontre plus de candidats. Ou tout simplement, je viens de regarder votre profil, vous ne correspondez pas aux attentes, point. C'est tout. Ouais. Mais au moins, il a un retour. Au moins, il a un retour. Voilà, ça, c'est important pour le candidat aussi, d'avoir un retour. Parce que ceux qui n'ont pas de retour... C'est dur. Ouais, c'est très dur. Oui, c'est dur. C'est très dur d'avancer, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Ouais.
C'est vrai que c'est bien. Et parfois même un retour négatif, finalement, un retour négatif et automatique, je veux dire, qui apporte pas grand-chose. Mais au moins, ça. Et au moins, ça permet d'avancer. On n'a pas cette offre en tête pour lequel on était à fond. On attend avec impatience d'avoir un retour, quitte à finalement se limiter sur certaines autres offres, certains autres process de recrutement. Donc, moi, je suis d'avis, en tout cas, de faire un retour à chaque candidat, même automatique. On se dit souvent que les retours automatiques, ça sert à rien, mais si, ça sert quand même à avancer. Non, je suis d'accord. On va pas pouvoir s'améliorer, mais on va pouvoir avancer. Exactement. Je suis vraiment d'accord, ouais. Allez, on va parler maintenant de choses positives. Quelles sont les choses à faire, justement, à mettre en place? Quels sont les conseils qu'on peut donner à ces candidats pour que, justement, leur candidature soit au moins lue, au moins appréciée, ou quels sont les conseils qu'on peut leur donner? Déjà, pour les relances, et pour toutes les candidatures de manière générale, moi, je conseille de faire un petit tableau de suivi. Oui. Pour savoir quel poste on a postulé, à quelle date. Du coup, on se disait, c'est quoi, 2-3 semaines pour faire une relance sans être trop insistant. Au moins, on a la date de quand est-ce qu'on a postulé. Et exactement quand est-ce qu'on peut faire sa relance. Moi, je conseille même, parce que c'est arrivé pour une personne que j'accompagne, d'enregistrer l'annonce. Alors que lorsque vous avancez, mais pourquoi la personne est reçue pour un entretien suite à une candidature 2 ou 3 mois, quelques semaines quelques semaines auparavant, et finalement, il n'a plus l'annonce. Et il ne se souvient plus pour qui il a postulé. Alors, si, il se souvient, bien sûr, ils l'ont contacté, mais on n'a plus la job description avec l'émission, le profil recherché. Donc, voilà, moi, je conseille aussi de le faire, de pouvoir tout traquer. Et puis des candidatures qui fonctionnent, c'est des candidatures qu'on va personnaliser, où on va passer du temps, où on va cibler. Donc, ça veut dire ne pas candidater à tout. Arrêter avec cette idée préconçue de se dire un peu comme un commercial, plus je ferai d'appels et plus j'aurai de chance de décrocher un rendez-vous. Non, pas en Suisse, ça marche pas comme ça. On évite tout ce qui est mass mailing, que ce soit pour des candidatures spontanées ou autres. On adapte à chaque fois. On cible que des candidatures, à mon sens, vous me donnerez votre avis, mais pour moi, quand on fait des candidatures à annonce, on le fait que si on correspond au moins à 95%. Si on ne correspond pas à ce qui est noté, s'il nous manque quelques petites choses, on tente une approche moins conventionnelle. On va contacter le recruteur, tenter une autre approche, voir si on n'a pas quelqu'un de notre réseau qui peut nous aider à rentrer en relation avec quelqu'un d'autre. Mais par contre, voilà, quand on candidate à une annonce en ligne, de prendre le temps d'adapter. Parce qu'il faut toujours garder en tête, et tu le disais, moi, si j'ai un candidat qui me relance et qui me met la référence de l'annonce finalement, qui t'aide, qui te fait gagner du temps dans ton travail, dites-vous la même chose. Faites gagner du temps au recruteur qui va passer finalement très peu de temps. C'est moins de 10 secondes, le temps moyen d'un candidat passé sur un CV. Ça paraît peu, mais on le sait. En tant que recruteur, on sait en quelques secondes seulement si on a envie d'en lire plus ou pas. Donc pour ça, facilitez lui un petit peu la tâche au recruteur qui a des centaines d'autres candidatures en lui faisant comprendre que vous avez, quelles sont vos compétences, quelle est votre expertise, en un minimum de temps, de garder en tête que le recruteur en face n'est pas un expert de votre domaine. Donc faites en sorte d'adapter, c'est-à-dire que chaque pays a son propre champ lexical. C'est encore plus vrai d'un pays à un autre, donc n'hésitez pas à reformuler vos missions. Jamais mentir, ça vous desservira à un moment donné. Mais en tout cas, si vous appelez ça d'une telle manière que dans l'entreprise, ils l'appellent d'une autre façon, reformulez tout simplement. Quand vous voyez des responsabilités énoncées que vous-même, vous les avez pas mentionnées parce que c'est évident que vous faites ça, dites-vous que pour la personne en face, c'est pas forcément évident. Donc voilà, prenez le temps d'adapter. Quand votre CV il est bien fait, adapter ses candidatures, c'est quelques secondes seulement. Et puis, on en parlait, de diversifier aussi ses sources et de ne pas se cantonner qu'à des candidatures à annonce. C'est vrai que tu as dit... je suis vraiment en phase avec tout ce que tu as dit. Peut-être un élément important, c'est que sur le CV, généralement, le recruteur se focalise quand même sur la partie haute au départ. C'est aussi le rôle du candidat de venir aider le recruteur dans la lecture de ce qui est important pour le poste. Donc peut-être en passant par la mise en gras de certains mots, juste pour que le regard, après c'est vraiment naturel, mais que ça se fasse facilement. On vient capter le regard. Des fois, je vois même au niveau de la taille de la police, au niveau de ces petits éléments de mise en forme qui peuvent aussi aider en fait à la lecture du CV. Donc ça, c'est important. La stratégie diversifiée, évidemment. Et en fait, oser, en fait. Je pense qu'il faut aussi...
arrêter d'être dans cet état passif. Même si on a l'impression qu'on est hyper actif quand on postule, voilà, on fait des réponses, on personnalise. Voilà, après, c'est pas toujours bien fait, mais ça donne l'impression qu'on fait ce qu'il faut. Dans les faits, quand on va creuser, je sais pas, tu me diras. Ouais, je suis d'accord, Angèle, mais quand on va creuser, on se rend compte qu'en fait, le candidat, il est quand même dans cette posture un peu d'attente. Il pense faire ce qui est bien, et une fois, je jette pas la pierre. Moi, j'ai été dans cette situation aussi. Enfin, je pense qu'on l'a tout été. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire, mais c'est pour ça que c'est important. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ressources sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Alors, il faut faire du tri, évidemment, mais on n'est plus seul face à sa recherche sans savoir quoi faire. Mais je pense que ça passe par cet état d'esprit de je vais aller oser, je vais essayer quand même d'avoir la bonne approche, une fois de plus c'est important, et je vais essayer de contacter des personnes un peu ciblées que je vais identifier. Ça peut être des pairs, ça peut être des N+1, des consultants qui sont experts d'un secteur en particulier, et je vais essayer de demander des retours d'expérience, essayer de sonder un peu le marché, d'essayer en tout cas de venir un petit peu me montrer. Je pense que c'est important de se rendre visible. Aujourd'hui, il y a par exemple LinkedIn, c'est un super outil, mais qui est trop mal exploité ou trop peu exploité. LinkedIn, c'est une mine d'or d'informations pour les candidats pour comprendre déjà le parcours des gens, de voir par exemple... j'ai n'importe quoi, je vais cibler un pair, je trouve que la personne, elle est dans une localisation qui est proche de la mienne, je vois elle bossait sur France, elle a fait la transition, elle a bossé sur Suisse, dans quelle entreprise? Ah, cette entreprise, ça veut peut-être dire qu'elle recrute potentiellement des frontaliers, enfin, il y a plein de choses, mais on ne fait pas cette démarche d'aller creuser. Et en fait, il y a plein d'informations qu'on peut venir capter comme ça pour après, je pense, se démarquer. Oui, et puis LinkedIn, tu l'as dit, c'est un excellent outil. Ça peut faire office de job board, on peut faire des recherches là-dessus, on peut faire des connaissances, réseau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, contact avec les pairs, etc. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? La vitrine. Le fait ouais. de juste avoir un compte Exactement. optimisé, d'être visible des recruteurs. Mais moi, j'adore cette stratégie d'approche directe et de ne pas se dire je contacte juste des recruteurs ou des RH parce qu'on le dit, ils sont sursollicités. Donc, très honnêtement, s'ils n'ont pas un poste ouvert aujourd'hui qui correspond à vos besoins, qui correspond à votre profil, ils vont peut-être pas vous répondre de suite. Et aussi parce que c'est peut-être pas leur boulot à eux, c'est peut-être pas eux qui gèrent le recrutement, ils n'ont pas le temps. Donc des pairs, c'est une très bonne stratégie. Des N+1. Mais en tout cas, moi, à mon sens, une recherche d'emploi, c'est aller de se dire, on fait quoi 30% de candidatures à annonce. Alors après, on est d'accord, je donne des chiffres approximatifs. Mais c'est pas de se dire je fais 30% d'annonces, s'il n'y a pas d'annonces qui correspondent, vous laissez tomber, quoi. Vous postulez pas pour dire qu'on postule, mais de se dire 30% d'annonces, 30% d'approche directe, 20% de son propre réseau, 10% de candidatures spontanées et puis 10% de mise en place de partenariats avec des recruteurs. Mais de se dire que la recherche d'emploi en Suisse, c'est un jeu de construction. On va empiler en fait plein de petites actions qui vont pouvoir nous aider à atteindre notre objectif final de décrocher notre poste. Et puis on va dire, allez, la petite cerise sur le gâteau, c'est la persévérance, de se dire que on lâche pas, c'est pas parce qu'on n'a pas de réponse, qu'on a des retours négatifs, que ça marche pas. On adapte, on affine, on ajuste à chaque fois. Et puis oui, on se renseigne aujourd'hui. C'est accessible en fait, c'est accessible. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas... on va dire bien comprendre les profils, les parcours. Et puis pour briser la glace, justement, on parle un petit peu des messages, même quand on va contacter, non pas des recruteurs cette fois, mais des pairs. Je veux dire, dans le profil, il y a plein de choses. Il y a les centres d'intérêt, il y a les écoles qu'ils ont fait, les anciens élèves, ça aussi, c'est hyper les réseaux d'alumni, ouais, carrément. Essayez de trouver les personnes qui ont fait la même école que vous, même si ce n'était pas pendant la même année, et puis allez voir les anciens élèves, et allez voir qui, parmi ces anciens élèves, travaille sur Suisse, par exemple, et il faut y aller, quoi. À un moment donné, faut... Je pense que quand on veut quelque chose, faut se donner les moyens. Exact. Un projet, ça reste personnel. Donc oui, il y a des personnes qui vont peut-être donner un petit coup de pouce, qui vont vous apporter des ressources, mais malgré tout, je veux dire, c'est aux candidats, moi je suis beaucoup dans la responsabilisation des candidats, c'est aux candidats de porter son projet et de faire tout ce qu'il faut pour aller au bout. Oui. D'ailleurs, en rebondissant là-dessus, on est d'accord que personne ne peut promettre un travail à un candidat. Personne, ni les job coachs, ni les entreprises, personne. C'est à eux de faire le nécessaire finalement, parce que comme tu l'as dit, c'est un projet personnel. On peut avoir une aide, etc., mais finalement,
c'est le candidat lui-même qui doit faire La démarche. la On démarche. postulera pas pour vous. Exactement, exactement. On est là pour guider, évidemment. On est là pour dire, bah non, là, faudrait peut-être plus que tu fasses comme ça. On est là pour écouter aussi beaucoup. On est là pour conseiller. Mais après, une fois de plus, c'est libre à chacun de mettre en application ou pas ce qu'on conseille. Il n'y a pas de vérité absolue non plus dans la recherche d'emploi, dans le recrutement, en fonction de sur qui on tombe. Bah, voilà, ça va pas se passer de la même façon. Donc, c'est aussi beaucoup d'humain. Mais je pense que si on se reconnecte un petit peu juste aux relations humaines au sens large, je pense que ça fera déjà beaucoup la différence. Il faut que ça nous ressemble. C'est-à-dire que moi, je parle beaucoup aussi de l'approche directe qui est vraiment, à mon sens, quelque chose d'important pour créer son réseau, notamment. Mais il faut que le message, c'est pas moi qui vais vous le faire, il faut que ça vous ressemble. Vous pouvez vous renseigner, regarder dans votre entourage des personnes qui le font aussi, regarder ce qui marche, affiner, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette approche, le faites pas. Il faut que ce soit, que vous soyez vraiment investi, que ce soit vous, que vous restiez authentique dans votre recherche d'emploi, comme pour un entretien. On le prépare, il faut être préparé au maximum, mais ne jouez pas un rôle, il faut que vous soyez vous-même, parce que finalement, vous serez vous-même dans l'entreprise, même si on a tous un comportement adapté et qui en est réellement dans sa vie personnelle. Mais je veux dire, ça sert à rien, c'est pas une stratégie gagnante sur du long terme de vouloir mentir, enjoliver ou autre. Donc voilà, Restez authentique. Voilà, restez soi-même. C'est ça. Ok, et pour rentrer dans le vif du sujet, concrètement par rapport à ces conseils, qu'est-ce qu'on peut leur demander, qu'est-ce qu'on peut leur dire plutôt? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, quand on parle d'adaptation du CV, il y a aujourd'hui, c'est hyper important que des mots-clés soient présents. Comme tu disais tout à l'heure, un recruteur, il va passer en moyenne moins de 10 secondes sur un CV. Et très, très rapidement, il va savoir si oui ou non le CV peut convenir au poste. Et après, il va le mettre soit dans la pile des CV qui ne seront pas retenus, soit dans la pile des CV où on va y porter peut-être un intérêt. Un intérêt pour voir si on va aller plus loin ou pas. Donc moi, ce que je conseille systématiquement à mes candidats quand ils postulent pour un poste, c'est de prendre, donc aujourd'hui il y a des ressources importantes type Jobs, JobUp, Indeed, même LinkedIn, de prendre entre 8 et 10 annonces similaires, même si elles sont plus d'actualité, c'est pas le sujet. C'est juste prendre ces annonces et regarder quels sont les mots-clés qui sortent systématiquement dans ces 8-10 annonces. Généralement, il y en a 4-5 qui vont toujours sortir sur les mêmes annonces. Donc il faut que ces 4-5 mots-clés apparaissent sur leur CV. Déjà pour le recruteur, parce que ça va l'aider à faire un choix, mais aussi pour passer la barre des ATS, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Un ATS, aujourd'hui, il fonctionne avec certains mots-clés. C'est quoi un ATS pour ceux qui Un connaissent pas? ATS, c'est une intelligence artificielle, pardon, effectivement, tu fais bien de demander, une intelligence artificielle qui va faire une première sélection des CV en fonction de l'annonce. Donc, ça va aider le recruteur à faire un premier choix, un premier écrémage en fonction des candidatures. Vous l'utilisez? Nous, on l'utilise en l'utilise. tant que recruteur? Non, pardon, non, je te dis une bêtise. Non, on a un ATS à disposition, mais nous, on traite 100% de nos candidatures manuellement. Ok, donc, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, moi je sais que j'entends beaucoup, c'est un gros sujet et je pense qu'on a tous échangé avec des candidats qui nous parlent des ATS. ATS, en effet, c'est un système de gestion des candidatures, c'est Applicant Tracking System, pour pouvoir traquer toutes les candidatures, notamment un ERP, un CRM, un outil CRM pour un commercial où il va pouvoir traquer tout l'historique et on va pouvoir tout noter. Aujourd'hui, en tout cas, moi, dans le recrutement, dans tous les cabinets dans lesquels j'ai travaillé, on avait en effet des ATS qui nous permettaient de chercher par le biais des mots-clés les candidats. Par contre, issu des candidatures, il y avait toujours un vrai tri qui était fait par un être humain. Moi, j'entends beaucoup des candidats qui me disent « Mon CV, il n'est pas passé à cause des robots qui filtrent les candidatures. » Non, votre CV, il n'est pas passé parce qu'il n'était pas optimisé, parce que le recruteur, il n'a pas compris pourquoi c'était vous le bon candidat pour le poste parmi des centaines d'autres de candidatures. Donc, ok, on est d'accord que aujourd'hui, vous n'utilisez pas des intelligences artificielles pour faire le tri à notre place. Non, ouais, ça, ok. Donc, voilà. on va faire le tri par nous-mêmes, mais je sais qu'il y a certaines entreprises qui vont l'utiliser, donc des grands groupes, par exemple, pour gagner du temps. Donc, ça peut être un frein. Mais non, un cabinet de recrutement, enfin, en tout cas, nous, on fonctionne comme ça. Je ne sais pas pour les autres, parce que je n'ai pas de recul sur comment fonctionnent les autres, mais on va traiter 100% de nos candidatures. Mais effectivement, que ce soit un ATS ou un recruteur qui fasse la première sélection, si le recruteur ne comprend pas pourquoi il postule, c'est qu'il y a un souci. Et généralement, le souci vient souvent des mots-clés qui ne sont pas présents. Voilà, donc
Ça marche pas à tous les coups non plus, mais par contre, pour moi, à mon sens, ça permet de passer le premier filtre. Et quand je dis le premier filtre, c'est avoir un entretien téléphonique. C'est ça. Et après, une fois que le candidat a eu son entretien téléphonique, là, c'est à lui de faire en sorte qu'il passe à la deuxième étape. Mais au moins, ça lui garantit. Ça aide à pouvoir passer ce premier filtre. Donc, les mots-clés, l'importance des mots-clés. OK. Deuxième point. Christine. Si jamais, par exemple, la personne elle a un vrai projet de relocalisation, déjà sur le CV, il faut le mettre. Parce que ça pareil, ça donne une indication au recruteur. Il y en a des fois qui veulent un petit peu brouiller les pistes aussi au niveau des dates, des expériences notamment. Le recruteur, je sais qu'il attend d'avoir le mois et l'année. Parce que c'est important pour lui, pour comprendre en fait la cohérence du parcours, le cheminement. Et des fois, il y a des périodes d'inactivité professionnelle. Ça arrive à beaucoup de personnes. Moi, je conseille aussi de vraiment venir intégrer une explication en fait, de cette pause professionnelle pour X raisons, en le mentionnant, et de vraiment l'inclure même dans la rubrique des expériences pour venir un petit peu faciliter la lecture du parcours par le recruteur et qu'ils se disent « Ok, là, il y a peut-être un sujet, mais en tout cas, il y a de la transparence. Je pense que la transparence, c'est aussi quelque chose qui est très apprécié des recruteurs. Et puis oui, de se dire que si le recruteur il a un doute, c'est pas bon. Faites en sorte que le recruteur il ait pas de doute. Soyez à l'aise avec des trous dans le CV du moment que vous pouvez l'expliquer, c'est très bien. Moi, des choses indispensables dans un CV, à mon sens, c'est en effet les mots-clés. On en a parlé, c'est ultra important. Par contre, le tout, c'est pas de caler une succession de mots-clés pour dire qu'on a calé des mots-clés. Le recruteur, il doit comprendre très concrètement qu'est-ce que vous avez fait dans telle expérience et finalement, pourquoi vous êtes le bon candidat pour le poste. Donc moi, je conseille toujours d'utiliser des verbes d'action pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce que vous avez fait exactement dans cette expérience à titre personnel et d'illustrer à chaque fois par des réalisations. C'est tout bête, mais quand on parle avec un ami, qu'on débat de tout et n'importe quoi, si on a un exemple concret derrière, on aura toujours tendance à plus croire cette personne. C'est pareil dans un CV. Si on a des données, on va dire, tangibles, des chiffres idéalement, ou juste des réalisations, des exemples de projets, des intitulés, l'objectif, le résultat, la finalité, on veut le savoir, on veut comprendre exactement ce qui a été fait. Et en parlant de concret, les choses un petit peu floues, du type les jauges de niveau, ça nous parle pas, c'est pas palpable. Ce qui est plus ou moins maîtrisé pour vous, ça l'est pas forcément pour la personne en face. Donc voilà, essayez d'être le plus concret possible, toujours vous mettre dans la peau de l'autre quand vous faites tout, quand vous faites une candidature, quand vous envoyez votre CV. Ok, si moi-même je suis recruteur, est-ce que je me sélectionne? Et c'est pas toujours évident de s'auto-analyser, d'analyser ses propres forces. Aujourd'hui, moi dans mes clients, il y a plein de personnes qui ont été recruteurs, qui ont recruté pour leurs propres équipes, qui ont managé, qui ont été sur des niveaux très élevés, et c'est pas toujours évident de s'auto-analyser, de faire ressortir ça. Donc pas hésiter à demander à son entourage. Toujours faire relire son CV et de dire « Ok, est-ce que tu comprends ce que j'ai fait en fait quand tu lis mon CV ?» Bon, là, on parle beaucoup de CV, mais c'est pas grave. Ça en fait partie aussi parce que c'est important. C'est la première étape, exactement. La base en tout cas. Exactement. Donc, ok, il y a ça. Il y avait aussi le fait de... Peut-être de faire attention, de rassurer toujours sur la nationalité, comprendre où son permis de travail, de bien mettre l'indicatif du numéro de téléphone, de se rappeler que permis B en Suisse, c'est un permis de travail et ce n'est pas votre permis de conduire. Donc, à nouveau, renseignez-vous à chaque fois sur les spécificités d'un pays à un autre, les appellations, pour adapter au mieux. Et puis oui, il y a plein d'études même qui sont sorties sur, en effet, 6 secondes, le temps moyen d'un recruteur sur un CV. On sait maintenant, dans ces 6 secondes, qu'est-ce que le recruteur il regarde en premier. Et ce que le recruteur il regarde en premier, c'est le nom, la photo, bien évidemment, ça attire l'œil. C'est une image, ça va toujours attirer l'œil. Et puis c'est l'intitulé du CV et le poste actuel. On veut regarder ce que la personne fait actuellement et les dates. Et c'est pour ça que les dates, c'est aussi important. Tu dis quoi par un intitulé de CV pour ceux qui ne connaissent pas? L'intitulé, moi, je conseille toujours de mettre un titre sur son CV. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes directeur commercial, vous mettez directeur commercial. Vous êtes responsable logistique, vous mettez responsable logistique. Et adapté à chaque fois en fonction du poste pour lequel vous postulez. C'est-à-dire que moi, je conseille toujours... Quand on est bien d'accord, on postule que à des offres qui correspondent à nos profils, mais de changer
l'intitulé du poste et de mettre le même que dans l'annonce. Personnalisation, comme on voilà, disait. on personnalise, on fait ça. Moi, je conseille pas forcément, je sais pas pour vous, mais je conseille pas de modifier ces intitulés de poste dans ses précédentes expériences, parce que si on était employé avec un intitulé de poste comme ça, c'est ça. Par contre, vous pouvez mettre entre parenthèses à quoi ça correspond. Si en Suisse, on appelle ça différemment. Pareil pour les diplômes. Une licence, n'hésitez pas à mettre bachelor entre parenthèses. Voilà, de toujours adapter, mais de pas non plus mentir. Mais oui, d'adapter, en tout cas de mettre un titre et d'adapter. Je ne conseille pas tout à fait la même chose que toi, dans le sens que pour moi, changer l'intitulé de poste, l'actuel ou les précédents, c'est pas forcément une mauvaise chose si juste en fait l'appellation n'est pas la même. Par exemple, en France, si pour un poste dans la vente, par exemple, on va appeler ça un vendeur, éventuellement un conseiller clientèle, sales advisor, alors que donc en Suisse ça va être différent. Donc en fait c'est juste potentiellement adapter le titre, l'intitulé de poste par rapport au pays auquel tu postules, parce que c'est pas forcément la même chose. Pour les diplômes, je dis pas pareil. Par contre, les diplômes, pour moi, à mon sens, c'est important qu'on laisse l'intitulé de diplôme d'origine et qu'on mette entre parenthèses l'équivalence ou la correspondance par rapport au pays, l'intitulé, on va dire, qui se fait dans le pays dans lequel on postule. Mais pour l'intitulé de poste, moi, je pense que c'est... Enfin, moi, à mon sens, quand je vois un CV où il y a eu ce changement, je me suis dit, il a pris le temps de se renseigner, il sait du coup comment on utilise enfin, c'est pas le terme exact, j'ai du mal à parler, excusez-moi, mais comment est l'intitulé de poste en Suisse. Oui, il y a cette notion de compréhension qu'en Suisse, c'est différent. C'est pas le même intitulé, donc OK, on l'a compris. C'est ça. Donc moi, à mon sens, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, pour moi, c'est juste adapté. Après, effectivement, il ne faut pas raconter n'importe quoi sur le cahier des charges, dans le descriptif de poste. Juste pour se dire, le cahier des charges du poste pour lequel je postule, c'est ça, je vais mettre exactement la même chose sur mon CV. Non, on met la même chose sur le CV si on maîtrise. C'est ça. Voilà. Et alors, pour rebondir, moi, je suis assez d'accord aussi d'adapter, mais en Suisse, on demande beaucoup dans les dossiers de candidature les fameux certificats de travail. Si dans le certificat de travail, justement, on n'est pas sur le même intitulé de poste que celui qui est écrit dans le CV, t'as pas peur qu'il y ait un doute pour le recruteur. Et moi, c'est toujours cette fameuse chose de dire, quand il y a un doute, finalement, c'est louche. On va se dire... Ok, est-ce qu'il n'a pas menti? C'est pour ça que moi, je suis toujours d'avis de quand même garder son intitulé d'origine qu'il y a dans son contrat de travail. Par contre, voilà, soit entre parenthèses, soit un petit tiret à côté, mettre l'équivalent, à savoir qu'on est normalement sur les mêmes métiers. Voilà, un chef de rayon, de secteur dans... Voilà, de pouvoir... Mais je suis pas fermée, c'est juste que moi, je pense toujours un petit peu... Je veux pas mettre un doute, une confusion dans la tête du recruteur qui va ouvrir... Je comprends ton point de vue, mais du coup, je rebondis sur les certificats de travail. Le certificat de travail en Suisse n'a pas du tout la même vocation qu'un certificat de travail en France. Donc, en fait, ton certificat de travail en France... pour moi, à mon sens, il n'est pas hyper important. Si tu l'as, c'est bien. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Nous, en tant que recruteurs, et dis-moi, tu as le droit de me contredire si je me trompe, en tant que recruteur, quand je vais lire les certificats de travail de mes candidats, ce qui va m'intéresser, c'est pas l'intitulé de poste, ça va être vraiment le contenu. Et vérifier ce qu'il y a dans le contenu. Est-ce que le certificat de travail est bon ou est-ce qu'il ne l'est pas? Parce qu'aujourd'hui, forcément, il y a des codes qui montrent qu'il y a des certificats de travail qui sont bons et d'autres qui sont moins bons, même si sur le papier, quand on le voit comme ça, ils sont toujours tous bons, forcément. C'est plus ça qui va m'intéresser. Et puis bon, comme tu l'as dit, en soi, qu'il y a marqué chef de rayon, employé de commerce... non, pas chef de rayon, c'est pas un bon exemple. En vendeur ou employé de commerce, voilà... Le cahier des charges est sensiblement le même, donc normalement, moi en tant que recruteur, s'il a mis employé de commerce au lieu de vendeur et sur le certificat il y a marqué vendeur, je suis d'accord. Je suis pas, c'est pas là-dessus où je vais me poser des questions. Je vais plus me poser des questions si jamais, déjà si le certificat est pas bon, ou si jamais il y a des trous qui sont un petit peu masqués dans le CV et que c'est pas hyper honnête, ou qu'on a gonflé la période de recrutement dans le sens, la période elle a duré sur un poste 6 mois, mais on m'a marqué 2 ans. Là il y a un problème. Voilà, c'est plus là-dessus où je vais me dire qu'il peut y avoir des doutes. Et là, pour le coup, oui, il ne faut pas du tout modifier le CV. L'intitulé, pour moi, c'est comme ton cahier des charges. Je ne sais pas comment vous fonctionnez avec vos candidats, mais moi, en fonction des missions qu'ils ont, effectivement, quand ils ont signé un contrat, avec un intitulé de poste, un cahier des charges. Mais si le cahier des charges n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il y avait sur le contrat, pour moi, c'est pas grave. Du moment que ce que tu expliques, ce que tu as fait, c'était déjà la réalité, que ce soit cohérent et compréhensible pour le recruteur. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Par contre, il faut pas que dans ces missions, on mette exactement l'intitulé de sa fiche de poste. Déjà, souvent, c'est tellement générique que ça apporte rien et qu'on
qu'on fasse plutôt une retranscription de ce que le candidat il a vraiment fait en poste. Mais par contre, je pense qu'on soulève un sujet qui est le certificat de travail. Pour les non-suisses, il faut savoir qu'un certificat de travail, c'est totalement différent. En Suisse, c'est une appréciation globale de votre travail. Donc, les non-suisses, moi, je ne vous conseille pas forcément d'envoyer vos certificats de travail. En tout cas, pour la France, c'est totalement différent. Ça va porter sur vos dates de poste, de prise de poste, l'intitulé du poste, et c'est tout. Donc, forcément, pour un recruteur suisse qui n'a pas, qui va passer très peu de temps finalement sur votre dossier de candidature, il va se dire, mais ok, c'est quoi ce certificat de travail extrêmement mauvais? Donc, remplacez toujours plutôt par des lettres de recommandation si vous en avez la possibilité. Ou, il y a aussi peut-être d'autres astuces, mais en tout cas, faites comprendre si vous n'avez pas de lettre de recommandation, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des lettres de recommandation, mais en tout cas, faites en sorte que le recruteur, avant qu'il tombe nez à nez avec votre certificat de travail français, il comprenne que, attention, c'est pas un certificat de travail suisse, c'est un certificat de travail français, et voilà ce que doivent contenir un certificat de travail français. Et au niveau des expériences qu'on met sur le CV, jusqu'à quel point faut-il les détailler? Est-ce que le CV peut être sur plusieurs pages ou pas? Je sais qu'il y a plusieurs avis là-dessus. Mais juste faire un micro-point là-dessus avant de parler d'autre chose. Mais comment ils peuvent faire par rapport à leurs expériences? Alors, pour le coup, en soi, un CV en Suisse, il peut faire 4 pages. C'est vrai. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça dépend. Alors, moi, je conseille pas forcément les 4 pages. Je pages. suis pas d'accord avec ça, mais... Ça dépend des profils aussi. Oui, ça dépend des profils. Oui, mais officiellement, rien ne t'empêche, c'est comme un CV en Angleterre, rien ne t'empêche de faire un CV sur 4 pages. C'est, légalement parlant, tu as le droit. Je le déconseille complètement parce que c'est beaucoup trop long. Et pour moi, si tu fais un CV sur 4 pages, c'est que tu ne sais pas synthétiser ton expérience. À mon sens, ça dépend vraiment du profil et du niveau d'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des jeunes diplômés qui ont 2-3 ans d'expérience, aller jusqu'à 5 ans d'expérience, une page, ça suffit amplement. Pour des personnes qui ont beaucoup évolué, qui ont managé des équipes, qui ont changé de projet, changé d'entreprise, etc., et qui ont pas mal de choses à dire, finalement, 2 pages. Pour moi, plus de 2 pages, c'est trop. À mon sens, c'est trop. Moi, ça me choque pas 3 pages, très honnêtement. Moi, je conseille toujours, idéalement 2 pages. On est d'accord, hein, pour moi, à mon sens, c'est cohérent par rapport aux années d'expérience de la personne en face. On est sur une personne qui a 2-3 ans d'expérience. Il faut essayer quand même, si on peut, de faire tenir sur une page. Par contre, il y a des profils, et notamment, je pense à des profils IT, où on est sur plein de technologies, plein de projets, ou même alors des profils plutôt académiques. Bon, alors ça, je conseille plutôt, moi, de mettre en annexe tous leurs travaux de recherche, leurs publications. Mais parfois, c'est très, très dur pour une personne qui a 30 ans d'expérience, qui malheureusement a quand même eu pas mal de boîtes à caler, parce qu'en 30 ans, s'il a fait 10 boîtes, ça arrive aussi, hein. Donc 10 boîtes, faire tenir 10 entreprises dans un CV de 2 pages, ça risque d'être compliqué. Donc idéalement sur 2 pages. Après, moi, s'il dépasse sur 3 pages et que la personne elle a 30 ans d'expérience, ça me choque pas. Oui, c'est pas rédhibitoire, ça, clairement. Et pour le coup, même quelqu'un qui est un jeune diplômé qui me donne un CV sur 3 pages, c'est pas rédhibitoire. Mais par contre, effectivement, je vais lui dire, va peut-être falloir réduire un petit peu quand même. Après, je pense que la longueur, c'est surtout aussi parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose à faire pour essayer d'éviter quand même d'aller sur 3 pages. Je pense que 2 pages, c'est plutôt correct. C'est de venir en fait faire une sélection des infos qu'on veut en fait montrer, parce que c'est pas parce qu'on a occupé un poste et que on avait un cahier des charges avec plusieurs missions, tout va peut-être ne pas être pertinent en fait pour le poste sur lequel on va se positionner. Et ça, je sais que les candidats ont beaucoup de mal d'enlever des choses de leur CV, parce que pour eux, non, c'est leur carrière, ils sont plutôt fiers de tout ce qu'ils ont fait. Mais plus vous allez en mettre, plus vous allez noyer l'essentiel pour le recruteur, et plus ça va lui rendre difficile la lecture du CV. Donc ça, c'est aussi important, je pense, de se dire, OK, il y a peut-être des choses que je peux supprimer, lesquelles, et les expériences les plus anciennes, quand vraiment on a une carrière assez longue, est-ce qu'elles sont vraiment encore pertinentes? Le recruteur, il va vraiment se focaliser sur, après tu me diras, Davia, mais peut-être les 5-10 dernières années, au-delà. Est-ce que ça fait vraiment sens à voir? Et peut-être, pourquoi pas, au lieu de tout développer, OK, on met l'intitulé du poste, on met les dates, l'employeur, et on fait ça comme ça. Et on n'a pas besoin de rentrer dans les détails ou dans les réalisations. On met l'accent vraiment sur ce qui a été fait sur les dernières années, à mon sens.
Clairement, je suis totalement d'accord avec toi, surtout pour des profils qui ont beaucoup d'expérience, qui ont évolué. Est-ce que c'est important que le candidat mette qu'il a commencé sa carrière en tant que logisticien alors qu'aujourd'hui il est directeur supply chain? Non. On est d'accord. Pour moi, ça montre qu'il connaît aussi les enjeux du terrain, oui. Tu vois. Mais par contre, je suis d'accord que on va pas le détailler. Tu vois, je pense à des profils life science. Moi, j'ai beaucoup recruté pour cette industrie. Des profils aujourd'hui qui sont sur des niveaux de direction, mais qui ont commencé vraiment en tant que scientifiques dans des hôpitaux ou autres. C'est bien de le mettre en avant. Tu vois, qu'ils ont commencé en labo. Mais par contre, de pas forcément détailler les travaux sur lesquels ils ont bossé. Quoique, parfois, ça peut avoir du sens. Mais voilà, moi, je suis d'accord que si on peut 2 pages, c'est mieux. 1 page, si on a moins de 5 ans d'expérience, c'est très bien. Mais voilà, de ne pas se freiner. Alors, c'est pas se freiner pour moi, c'est juste que, tu vois, je veux dire, c'est important que le candidat puisse l'évoquer parce qu'effectivement, ça montre qu'il y a un côté opérationnel, qu'il a commencé tout en bas de l'échelle et qu'il a évolué. Donc, ça, c'est important. Mais pour moi, tu peux très bien l'exprimer à l'oral. Tu n'as pas forcément besoin que ça apparaisse sur ton CV. C'est mon point de vue. Après, ça peut être différent, mais moi, demain, je recrute un directeur supply chain. Je vais me focaliser sur les projets qu'il a mis en place, le nombre d'équipes qu'il a gérées, quels sont les départements qu'il a gérés en supply chain, parce que la supply chain aujourd'hui, c'est devenu un terme tellement tendance que ça veut tout et rien dire. Donc, qu'est-ce qu'il a concrètement fait en tant que directeur supply chain, depuis combien de temps, etc. Alors oui, s'il me dit qu'il a commencé en bas de l'échelle et qu'il a commencé en tant que logisticien, je vais trouver ça très intéressant parce que je vais me dire... Wow, c'est un profil qui a évolué, qui connaît tous les aspects du métier de A à Z. Donc, il a une perception du travail qui est différente de quelqu'un qui sera rentré sur un métier de cadre, de manager tout de suite, par exemple. Voilà, je pense que ça dépend les postes et ça dépend peut-être les industries. Effectivement, le domaine pharmaceutique, medical device, c'est un domaine d'activité où potentiellement, il y a peut-être besoin de mettre tous les niveaux d'expérience, de compétences et du début à la fin. Dans d'autres industries, je pense que c'est pas forcément toujours utile. Non, faut adapter. On en revient à cette même chose, d'adapter à chaque fois, de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pertinent ? Sur un CV, d'autres sur 3, voilà. C'est ça. On enlève le superflu et on se concentre. Mais attention, ce n'est pas rédhibitoire qu'on rassure tout le monde là-dessus. Exactement. Voilà. Mais ok, on a discuté un peu maintenant des CV, etc. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué dans les choses à faire, c'est les events, le réseau, etc. Et là, c'est Christine qui va rentrer en jeu. Parce que tout ce qui est réseau, tout ce qui est Swiss Connection, etc., tu peux en parler? C'est vrai. En plus, j'ai fait une soirée hier avec certains membres de la communauté et c'était vraiment super chouette de voir les personnes en réel et puis de voir à quel point ça fait en fait une occasion de pouvoir connecter avec les autres. Ils sont tous là pour le même objectif aussi, donc du coup, c'est plus facile. C'était vraiment super. Mais voilà, mis à part la soirée Swiss Connection, il y a beaucoup d'événements qui sont pertinents pour les candidats. Après, faut faire ce travail quand même de recherche et de ciblage pour pas aller à tous les événements possibles. Mais c'est un super moyen aussi de connecter directement avec soit des recruteurs s'ils sont sur place. Là, je parle plutôt, je fais référence un peu aux salons. Par exemple, il y a eu des salons, pas mal d'événements récemment. Moi, j'ai eu justement des membres de la communauté qui sont allés, qui ont connecté avec des recruteurs, et puis hop, il y a eu un entretien. Parce qu'on arrive en fait déjà à démontrer peut-être son savoir-être, la façon qu'on a de s'exprimer, comment est-ce qu'on se tient en fait, et puis d'avoir des conseils, pourquoi pas, sur ces outils de candidature, donc le CV. Donc ça, c'est toujours hyper intéressant, mais il faut y aller avec un objectif. Parce qu'il y a aussi beaucoup de candidats qui font quand même l'effort de dire « Allez, ok, je vais faire des événements de networking », sauf qu'ils n'y vont pas avec un objectif précis, que finalement, c'est un peu du temps perdu. Et puis, travailler son pitch aussi quand on va à ce genre d'événement, c'est savoir se présenter et se dire « Qu'est-ce que je veux que la personne avec qui j'échange retienne en fait de moi ?» Parce que c'est aussi comme ça que l'interlocuteur va pouvoir faire des connexions éventuellement avec son propre réseau. C'est aussi ça la puissance du réseau. Donc, pas se limiter forcément, alors idéalement ciblé, mais pas se fermer pour autant. C'est-à-dire que n'importe quelle rencontre, elle peut avoir un impact positif. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les personnes qu'il y a dans le réseau de chacun. Et en fait, ça peut aller très vite. Donc, il ne faut vraiment pas se limiter. J'ai encore un exemple, par rapport à hier. Une candidate qui allait chez l'ostéopathe. Et puis finalement, en parlant comme ça, oui, moi, mon entreprise de rêve, ce serait chez telle structure. Ah, mais c'est drôle, je connais quelqu'un de haut placé en plus, je te mets en relation.
C'est trop bien. Et ouais, c'est souvent au détour d'une conversation. C'est voilà, pour ça. On se dirait, non, quel intérêt, mon ostéopathe, à quel moment si, il y a des des choses. occasions, En fait, on se met des barrières. Je pense qu'on se met beaucoup des barrières. Il faut rester ouvert et il faut, toujours dans cette énergie plutôt positive, se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai le projet de faire ça. Et non pas, oui, je suis en recherche d'emploi, c'est difficile. Non. Faut être optimiste et puis il faut se dire, voilà, moi aujourd'hui j'ai tel projet, je suis en phase de transition professionnelle. Choisissez aussi le vocabulaire en fait adapté qui va refléter que vous êtes bien en fait et que vous n'êtes pas dans subissez pas. Ouais, vous n'êtes pas dans le fait de subir ou dans le fait d'être un petit peu déprimé. Non, il faut être bien, il faut donner envie aux autres. Comment on peut trouver ce genre d'event ? Est-ce qu'il y a un site qui les recense ? Comment on peut se renseigner sur LinkedIn ? Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en on a peut peut-être passer par Suisse Connexion, justement. Suisse Connexion, je partage dès que je peux. Je partage aussi aux membres ces infos. Une fois de plus, il faut aller creuser. Pourquoi pas utiliser l'IA ? Quels sont les événements sur tel secteur ? En fait, voilà, il y a plein de ressources aujourd'hui. Il faut juste pas attendre que ça arrive. On ne va pas vous envoyer une invitation pour participer à un événement. Il faut aller chercher l'info. Mais il y a plein de salons spécifiques, des fois plus généralistes. Il faut juste faire la démarche de se renseigner. Et puis en parler. Parler de sa recherche, la preuve en est. La preuve en est d'en parler de tiens, moi je participe à tel salon, tu veux venir avec moi. De parler de sa recherche d'emploi à son entourage, d'être à l'aise, d'avoir son projet pro. Pareil, quand on revient après une interruption de carrière ou autre, mais voilà, de ne pas hésiter à reprendre un peu contact avec d'anciens collègues, d'anciens clients, d'anciens camarades de promo. Et puis c'est comme ça qu'on va aussi développer son réseau et l'entretenir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez apprendre plein de choses avec ce qu'on a dit. En tout cas, merci beaucoup mesdames, merci Davia, merci Christine et merci Angèle d'avoir participé à cette vidéo. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis j'espère que justement ça servira aux candidats de trouver le job de leur rêve ici en Suisse. On espère aussi, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Et puis merci à toi pour l'invitation. Les filles, j'étais ravie aussi moi de pouvoir avoir vos points de vue d'une autre consoeur et puis d'une recruteuse. Parce que moi, ça fait 2 ans aujourd'hui là, que je fais plus de recrutement. Donc je suis ravie de savoir qu'on est aussi sur la même longueur d'onde. Et puis espérons que tous ces conseils puissent aider les personnes qui visent le marché de l'emploi en Suisse. Ouais. Très heureuse aussi d'avoir fait votre connaissance. Et puis merci Nicolas pour la proposition. Mais avec plaisir. Idem. Merci beaucoup. Avec plaisir les filles.